Les voisins n'en croyaient pas leurs oreilles, c'était comme un choc. Un enfant manquait à l'appel dans leur quartier. Les agents du FBI ont fouillé les lieux. Mon mari a dit « Ce sont des agents du FBI ». Je croyais à une blague, pensant à une inspection. J'ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis ils ont dit que c'était un bébé et j'ai failli m'évanouir. Lisa Irwin était née le 11 novembre 2010 de sa mère, Deborah Bradley, et de son père, Jeremy Irwin, à Kansas City, dans le Missouri. La petite Lisa était surnommée Tarte à la citrouille, et c'était un bébé doux et joyeux qui adorait être avec ses frères de 5 et 8 ans. Donc, Lisa et sa famille vivaient dans le pâté de maison 3006 Cents de North Lister Avenue à Kansas City, dans le Missouri, le 3 octobre 2011 à 17h30. Jérémy a été contacté pour effectuer des travaux d'électricité dans un Starbucks proche. Ayant besoin d'argent, il a accepté le travail et a dit à Deborah qu'il rentrerait avant 22h. Ensuite, elle a appelé une voisine et amie de la famille et lui a demandé si elle voulait venir chez elle. Quand la voisine est arrivée, les deux femmes se sont installées sur le porche, buvant du vin et fumant en regardant les enfants jouer dans le jardin. L'amie est finalement partie à 22h30 et Deborah et ses deux garçons se sont endormis dans le lit de Deborah. Jérémy a finalement travaillé beaucoup plus tard que prévu. Il n'est rentré à la maison qu'à 4h du matin et quand il est rentré, il a trouvé plusieurs lumières allumées dans la maison, la porte d'entrée déverrouillée et la fenêtre de la salle informatique ouverte. Et quand il a essayé de fermer la fenêtre, elle ne voulait pas se fermer. Il semblait que le système de verrouillage était complètement cassé. Jérémy est alors allé vérifier sa femme et ses enfants, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que la petite Lisa n'était plus dans son berceau. Jérémy a immédiatement réveillé sa femme, et tous les deux ont cherché frénétiquement le bébé. Mais comme ils ne l'ont pas trouvé, ils ont appelé le 911. C'est alors qu'ils ont remarqué que 3 téléphones portables, en charge sur le comptoir de la cuisine, avaient aussi disparu. Les parents de Lisa ont appelé la police depuis le téléphone pro de Jérémy, mais à l'arrivée des autorités, il n'y avait pas grand-chose. Après cela, ils ont parlé avec Deborah, la mère de Lisa, qui a affirmé avoir couché sa fille avec une tétine, une couverture et quelques jouets. Vers 18h30. Elle a dit qu'elle avait vérifié Lisa plus tard, vers 22h30, et que c'était la dernière fois qu'elle l'avait vue. Les recherches pour retrouver Lisa ont débuté. Ses parents, leur maison et leurs 2 garçons se sont vite rendus disponibles pour les enquêteurs. Les 2 grands frères de Lisa étaient donc dévastés lorsque leur petite sœur a disparu. Mais ils ont été interrogés 2 fois par la police, car les garçons affirmaient avoir entendu quelque chose cette nuit-là. La fenêtre ouverte avec la moustiquaire enfoncée que Jérémy avait découverte plus tôt semblait être une bonne piste. C'est lorsque les détectives tentent une reconstitution et concluent qu'il était improbable que quelqu'un soit passé par là. La police a aussi fouillé le jardin familial après avoir remarqué un potager lors de leurs recherches. Et certaines parties de la terre semblaient avoir été récemment remuées ou retournées. Des preuves ont aussi été prélevées dans la maison, dont de la moquette, une couette multicolore, un short violet, un t-shirt Disney, un jouet Luciole, une couverture automobile, des rouleaux et un dérouleur de ruban adhésif. Le bébé Lisa avait été vu pour la dernière fois portant un haut blanc avec des chatons dessus et un short violet. Et, comme je l'ai dit, la police avait retiré un short violet de la maison. Cependant, il n'a jamais été confirmé qu'il appartenait à Lisa. Dans leur recherche du bébé, la police a également fouillé les bois à proximité ainsi qu'une décharge locale, mais rien n'a été retrouvé. Cela a laissé les personnes les plus proches de Lisa, ses parents, et ils étaient sous la surveillance non seulement de la police, mais aussi du public. Une chose qui était étrange à ce moment-là, c'est que lorsque Deborah avait parlé à la police, elle leur avait d'abord dit qu'elle n'avait pas cherché sa fille à l'extérieur de la maison parce qu'elle avait peur de ce qu'elle pourrait trouver. « Tu ne veux pas retrouver ton enfant ?» De plus, alors que la police commençait à envisager la théorie selon laquelle la mère de Lisa pourrait être impliquée dans sa disparition, des incohérences dans son récit ont commencé à apparaître. Elle avait déclaré à la police avoir vu sa fille pour la dernière fois à 22h30 en lui rendant visite. Mais après être restée silencieuse pendant 9 jours, elle a accordé une interview dans laquelle elle a déclaré « La dernière fois qu'elle avait réellement vu Lisa, c'était lorsqu'elle l'avait couchée à 18h30, cela fait une différence de 4 heures par rapport à ce qu'elle avait dit à la police au départ. » Deborah avait également dit aux enquêteurs qu'elle n'était pas ivre la nuit où Lisa avait disparu. Mais cette partie de son histoire avait changé. Et maintenant, elle disait qu'elle avait bu entre 5 et 10 verres de vin, en plus de prendre des médicaments contre l'anxiété. Ce sont 2 choses qu'il ne faut absolument pas mélanger.
La mère de Lisa, Deborah, a aussi échoué au test au détecteur de mensonges de la police. La question à propos de laquelle ils ont dit à Deborah qu'elle était trompeuse était de savoir si elle savait où se trouvait Lisa. Plus tard, il s'est avéré que le test au détecteur de mensonges n'était qu'une tactique d'interrogatoire depuis la disparition de Lisa. Il y avait également eu un appel à la police dans lequel la personne disait avoir vu un homme jeter un sac dans une rivière. C'était près du Starbucks où Jérémy travaillait cette nuit-là. Cependant, Jérémy allait prouver qu'il avait un alibi en béton. Une autre chose qui rendait les gens méfiants envers les parents de Lisa, c'est que des chiens cadavériques avaient été amenés dans la maison et qu'ils avaient détecté l'odeur d'un corps sans vie dans la chambre de Deborah, près de son lit. Cependant, rien n'en est finalement ressorti. Plus tard, il a été déterminé qu'ils avaient en réalité détecté des excréments et non des restes humains. L'avocat du couple, qu'ils avaient engagé, a déclaré que ses clients étaient terrifiés pour la sécurité de leur fille et extrêmement bouleversés. Il a également déclaré qu'ils refusèrent de croire quoi que ce soit d'autre que Lisa était là dehors et toujours en vie. À peu près à la même époque, la police annonçait que les parents de Lisa ne coopéraient plus avec l'enquête. Cependant, les parents de Lisa ont nié ces accusations, affirmant qu'après une longue journée d'interrogatoire, ils avaient juste besoin d'une pause. Mais seulement quelques heures plus tard, la police annonçait qu'ils ne coopéraient plus. Bien que les détectives soupçonnaient Deborah, seule adulte présente la nuit de la disparition de sa fille, ils manquèrent de preuves pour confirmer cette hypothèse. Ils avaient seulement relevé des incohérences dans le récit de Deborah et il se pouvait que quelqu'un soit entré sans qu'elle s'en rende compte. Parce que sa chambre et celle de Jérémy se trouvaient à l'opposé complet de celle de Lisa dans la maison. Et Deborah dormait chaque nuit avec le ventilateur réglé au maximum. Deborah était absolument terrifiée à l'idée d'être arrêtée, disait-elle. Ce n'était pas parce qu'elle irait en prison, mais plutôt parce que si elle était arrêtée. Cela signifiait que la police allait arrêter de chercher sa fille, ce qui voulait dire qu'elle ne serait probablement jamais retrouvée. À qui parles-tu? Merci, papa. C'est le premier véritable aperçu de la vie de la petite Lisa à la maison. Regarde la petite Lisa toute sale. On entend la maman de Lisa derrière la caméra saluer. Maman, bonjour maman, qu'est-ce que tu fais? Lisa porte un t-shirt « Papa m'aime ». Des moments heureux en famille que ses parents chérissent maintenant. Bonne fille. La famille dit qu'elle publie les vidéos ce matin, Eric a confirmé. en espérant que l'histoire de la petite Lisa continuera d'intéresser les gens. Pour la première fois, ce matin, nous entendons également en exclusivité Bill Stanton, un détective privé et ancien policier de New York qui travaille maintenant avec la famille. Comment va la famille en ce moment? Je vois le cœur d'une famille littéralement arraché de sa poitrine. Après avoir passé du temps avec la mère du bébé, pensez-vous qu'elle pourrait être responsable de la disparition de son enfant? Laissez-moi essayer de ne pas donner une réponse de politicien. Laissez-moi simplement dire ceci. Elle ne veut pas être écartée. Elle ne veut pas être écartée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle veut qu'on la regarde, qu'on l'examine, et ensuite, une fois que tout le monde pense qu'elle n'est pas suspecte, on passe à autre chose. Comme je l'avais dit précédemment, 3 téléphones portables avaient été pris en même temps que Lisa avait été enlevée. Certains de ces téléphones avaient toi-même été coupés pour non-paiement. Même si je ne sais plus combien exactement maintenant. S'il y avait un intrus, il a probablement pris les téléphones. Donc cela rendait plus difficile d'appeler le 911 puisque c'était les seules choses qui manquaient à la maison, à part le bébé Lisa. La police a examiné les relevés de téléphones portables de Jérémy et Deborah pour vérifier d'éventuels appels après la disparition de Lisa. Et les détectives allaient finir par découvrir que l'un de ces téléphones portables avait passé un appel mystérieux de 50 secondes la nuit où Lisa avait disparu, mais ses 2 parents ont nié l'avoir passé. Cet appel avait été passé à une femme de Kansas City du nom de Megan Wright, bien qu'elle ait nié être celle qui avait répondu au téléphone à ce moment-là. Elle a également nié connaître les parents de Lisa. Eux aussi ont nié la connaître. Il n'y avait également jamais eu d'appel téléphonique de l'un de leurs téléphones vers celui de Megan, ni de celui de Megan vers l'un de leurs téléphones, avant ou après cet appel. Les relevés ont également montré que quelqu'un avait essayé d'accéder à la messagerie vocale et au navigateur Internet sur le téléphone de Deborah. Entre 3h17 et 3h32 du matin, le 4 octobre, l'activité avait eu lieu à une distance comprise entre un 1/5 et un tiers de mile du domicile de la famille.
Le fait est que Megan était l'ex-petite amie de l'une des personnes d'intérêt de la police, qui se trouvait également être un sans-abri local vivant dans une maison de transition à proximité. Apparemment, cet homme était connu sous le nom de John ou Jersey Tanko et il était réputé pour ses effractions et ses vols dans la région. Par coïncidence, le 3 octobre, Jersey travaillait dans une maison qui se trouvait juste en bas de la rue de la maison des Irwin. Les propriétaires de la maison étaient en dehors de la ville et il avait entretenu la pelouse toute la journée. Une voisine avait vu Jersey vers 13h lorsqu'elle était sortie faire des courses. Quand elle est revenue plus tard, vers 21h30, elle a remarqué que les arroseurs dans ce jardin étaient toujours en marche. Vers 23h, elle a remarqué qu'ils avaient été éteints. Et comme c'était le travail de Jersey d'éteindre ces arroseurs, elle a supposé qu'il avait quitté la maison entre 21h30 et 23h. Ce qui signifiait aussi qu'il aurait pu être dans le quartier des Irwin. Au même moment où Lisa a disparu, un couple marié s'est également manifesté et a déclaré à la police que peu après minuit, la nuit où Lisa avait disparu. Ils avaient vu un homme marcher dans la rue avec un bébé et il se dirigeait vers la maison où séjournait Jersey. Le matin suivant la disparition signalée de Lisa, la police a pris des empreintes de pas dans la zone boueuse créée par les arroseurs, mais cela n'a rien donné. Il y avait aussi une vidéo de surveillance obtenue d'une station-service BP voisine qui montrait un homme tout en blanc vers 2h30 du matin quittant une zone boisée. Cependant, la vidéo était trop floue pour voir s'il avait un bébé avec lui. Le gérant de la station-service a également déclaré qu'il était très inhabituel de voir quelqu'un dans cette zone à cette heure de la nuit. De plus, plusieurs autres témoins ont déclaré à la police qu'ils avaient vu un homme portant un bébé à environ 5 km de la maison des Irwin. Vers 4h du matin, ce bébé ne portait qu'une couche. L'homme aurait mesuré environ 1,70 m et pesait entre 64 et 68 kg. Il ne faisait que 7 degrés dehors, donc cette observation était particulièrement étrange. Qui sortirait avec un bébé vêtu seulement d'une couche par de telles températures? Et vers 2h30 du matin, la nuit où Lisa a disparu, il y avait eu un incendie de benne à ordures à proximité. Il avait eu lieu sur le parking des Choteau Estates, qui ne se trouve qu'à quelques pâtés de maison de la maison des Irwin. Et on peut presque le voir depuis le jardin où Jersey séjournait. De hautes flammes laissent penser qu'un accélérant a été utilisé pour déclencher l'incendie. Et, fait intéressant, quelques semaines seulement avant la disparition de Lisa, le 16 septembre 2011, l'ex-petite amie de Jersey, Megan Wright, a vu sa voiture incendiée. Dans le même parking, juste un peu plus loin de la benne à ordures, la police est allée fouiller la benne qui avait été incendiée. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont trouvé des vêtements de bébé. Cependant, il n'a jamais été confirmé que ces vêtements appartenaient à Lisa. L'autre chose très intéressante, c'est que Jersey et sa petite amie venaient tout juste de se séparer. Et il paraît que Jersey voulait se remettre avec elle. Et elle voulait un enfant. La police de Kansas City a déclaré qu'elle avait interrogé Jersey au sujet de la disparition de Lisa, mais qu'elle ne le considère plus comme un suspect. Cependant, ils n'ont officiellement innocenté ni lui ni aucun autre suspect dans la disparition de Lisa, au cas où de nouvelles preuves justifieraient une réévaluation. Environ un mois après la disparition de Lisa, un prélèvement de 69,4 $ a été effectué sur la carte de débit de Jérémy. 2 autres tentatives de transaction sur sa carte ont été refusées. Il ne reconnaissait pas ces prélèvements, mais en faisant des recherches, il a découvert qu'ils provenaient en fait d'un site britannique de changement de nom. Jérémy et Déborah affirmeraient que la police n'a pas examiné ces prélèvements de manière suffisamment approfondie. Je suppose que Jérémy devait avoir l'une de ces cartes de débit. Les informations étaient stockées sur un des téléphones volés. Sinon, comment auraient-elles pu être dérobées? Plus d'1 mois après la disparition de Lisa, ce serait vraiment stupide de la part de la personne qui a enlevé Lisa d'aller aussi utiliser la carte de débit de ses parents. Vraiment très stupide. L'une des anciennes meilleures amies de Déborah, nommée Shirley Pfaff, s'est exprimée dans les médias et a déclaré qu'elle avait autrefois aimé Déborah, mais qu'elle avait vu un côté d'elle qu'elle n'aimait pas. Elle a affirmé qu'elle avait appris à connaître la vraie Debbie et qu'elle n'arrivait plus à croire qu'elle lui avait un jour fait confiance pour quoi que ce soit. Shirley a également déclaré que Debbie avait un côté sombre et que, dans certaines circonstances, elle pourrait être encline au meurtre. Shirley a aussi dit qu'elle est complètement choquée que certaines personnes pensent que Déborah n'aurait rien pu faire à Lisa. Donc, la recherche du bébé Lisa continue. Il y a quelques années, son père Jérémy a dit «
Difficile de rester positif quand cela dure, mais de nouvelles choses interviennent. Comme elle a 11 ans, presque 11 ans, elle pourrait se retrouver, elle pourrait voir quelque chose sur Internet ou à la télévision. Et la mère de Lisa, Deborah, a dit « Vous savez, des personnes disparues se retrouvent. Vous savez, grâce aux réseaux sociaux, elles se voient à dehors. Nous espérons juste que quelqu'un la verra, ou peut-être qu'elle se verra elle-même, même si je suis sûre que si elle est quelque part, elle ne sait probablement pas qu'elle est une enfant disparue. Elle pense probablement que ceux qui l'élèvent, si c'est le cas, sont ses parents. Donc elle n'en a probablement aucune idée. » Mais Deborah a continué. « Il n'y a pas de passage à autre chose, il n'y a pas de fermeture, et nous allons continuer à l'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne. » Je sais que ça fait 10 ans. Comment faites-vous pour accepter ces 10 années? Ça fait longtemps et ça a été difficile pour nous tous. Mais, vous savez, on essaye juste de la garder présente. On parle souvent d'elle. On continue à faire toutes les choses qu'on pense qu'on ferait si elle était là. C'est un peu comme si tu avais gagné un énorme prix que tu ne veux pas. C'est comme « Oh, super, on a atteint les 10 ans, mais combien de temps ça va encore durer ?» On va devoir continuer à la chercher et à vivre, essayer de vivre nos vies sans elle. Deborah, et toi? Je sais que chaque année est difficile. La 10e te paraît-elle différente? Le 10e anniversaire, c'est juste un rappel que cela fait une décennie que nous n'avons pas vu notre fille. Nous ne savons pas à quoi elle ressemble, nous ne savons pas où elle est, nous ne savons pas avec qui elle est. Alors ça me rappelle tout ce que nous avons manqué. Et plus elle vieillit et plus il faut de temps pour la retrouver, plus ce sera difficile pour elle. Quand elle rentrera à la maison, ce sera tout ce que nous avons toujours voulu. Mais pour elle, étant donné son âge actuel, je pense que ce sera extrêmement difficile pour elle de comprendre ce qui se passe. La police de Kansas City affirme qu'il y a toujours une enquête active et ouverte sur l'affaire de Lisa Irwin. Toute personne ayant des informations sur cette affaire est priée d'appeler directement le Bureau des personnes disparues au 816 234 513 SICA. Il y avait une récompense de 100 000 $ pour son retour sain et sauf. Et tous les 3 ans, le Centre pour les enfants disparus et exploités publie également une image d'évolution de l'âge de ce à quoi Lisa Irwin pourrait ressembler. Presgrove a souffert d'une fracture du crâne, de côtes cassées, ses dents ont été arrachées et éparpillées près de son corps. Mardi, le médecin légiste du comté a révélé que la cause de son décès était de multiples blessures par objet contondant. Bien que le rapport explique comment il est mort, la manière de sa mort, c'est-à-dire ce qui a causé ces blessures par objet contondant, reste un mystère. Noah Alexandre Presgrove est né le 14 mai 2004 à Duncan, Oklahoma, de ses parents, Casey Elliott et Victor Presgrove. Noah était un résident de Comanche, Oklahoma, depuis toujours, et il avait 8 frères et sœurs. Il venait tout juste d'obtenir son diplôme du lycée de Comanche en juin 2023. Et Noah et son cousin avaient en fait prévu de s'engager ensemble dans l'armée l'année suivante. Noah était aussi un athlète accompli. Au lycée de Comanche, il a joué au football américain et pratiqué la lutte, le cross-country et l'athlétisme. On disait aussi que Noah était très extraverti et il était connu pour être le clown de la classe, ainsi que très spontané. C'était un excellent ami, un garçon de la campagne et un vrai charmeur. De plus, Noah adorait la nature, le skateboard et tout ce qui avait un rapport avec l'eau. Noah s'était émancipé à seulement 17 ans et au moment de cette histoire, il vivait avec sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Sa grand-mère avait aidé à élever Noah depuis sa mère. Casey a lutté contre la toxicomanie tout au long de sa jeunesse. Et Noah était toujours très serviable envers sa grand-mère et son arrière-grand-mère, veillant à ce qu'elles soient toujours bien prises en charge. Aux premières heures du matin, le 4 septembre 2023, juste avant 6 heures, un homme nommé Tyler Hardy conduisait sur la Interstate 81 près de Terrell, Oklahoma. Il faisait encore nuit dehors et il se rendait au travail en conduisant sur cette autoroute mal éclairée. Soudain, Tyler aperçut dans les phares de son camion quelque chose allongé sur la route, alors il s'arrêta pour voir de quoi il s'agissait. Il se rendit alors compte qu'il s'agissait du corps d'un jeune homme. Le corps de l'homme était recroquevillé en position fétale et complètement nu, à l'exception d'une paire de chaussures dépareillées. C'était le corps de Noah Presgrove, et il présentait des blessures horribles. Sa tête semblait avoir été fracassée, et il lui manquait plusieurs dents qui ont été retrouvées éparpillées autour de lui, certaines jusqu'à 4 mètres plus loin.
Il y avait aussi un short blanc soigneusement plié près de Noah, et sa chaîne en métal se trouvait également à proximité. Mais elle avait été brisée en 3 morceaux distincts. Il y avait très peu de sang sur le corps de l'adolescent, à part une petite quantité qui sortait de ses oreilles et du sommet de sa tête. À quelques mètres de l'endroit où son corps a été retrouvé, il y avait une tache de sang, mais c'était une très petite quantité, surtout compte tenu des blessures horribles qu'il avait subies. L'homme qui s'était arrêté et avait vu Noah sur le bord de la route, Tyler Hardy, a appelé le 911, et pendant qu'il attendait l'arrivée des secours, un autre homme qui conduisait un camion devant lui sur le US 81 s'est arrêté et a fait demi-tour pour aller attendre avec Tyler. Les 2 hommes voulaient s'assurer que la scène reste intacte. Sur l'autoroute 81. Juste au nord du Maryland, Harold et Ryan, Oklahoma, c'est probablement à environ 5 km au nord de Harold. Il y avait beaucoup de voitures derrière moi et on aurait dit que quelqu'un marchait sur l'autoroute, éclairé sur la bande d'arrêt d'urgence. On dirait que quelqu'un est allongé sur la route. Sur la bande d'arrêt d'urgence, comme si ces gars marchaient et que quelqu'un l'avait percuté. Ce n'était pas avec un théâtre, ça ressemblait à un corps. D'accord. Donc sur l'autoroute 81. Ron et Carol, juste au nord de Terrell, à environ 3 miles, il est un peu dans un creux. D'accord. Et est-ce que... J'essaie de me rappeler dans quelle direction va cette route. Est-ce à l'est, l'ouest, le nord ou le sud de chez vous? J'y réfléchis. Je suis désolé, elle va du nord au sud, elle part de Delhi. D'accord. Donc de quel côté de la route c'est? Ce serait du mauvais côté de la route. D'accord, laissez-moi voir si j'ai quelqu'un de service pour aller vérifier ça. Ça a l'air vraiment difficile. D'accord. Quel est votre nom et votre numéro? Comme ça, si l'agent a des questions... C'est Tyler Barbara. Je vais contacter l'agent et aller faire vérifier ça. D'accord, merci. Bonne journée. 911, quelle est votre urgence? Oui, madame, je conduisais vers le travail. Je suis au sud ou nord de Terrell, South Orion. Je crois qu'il y a un corps nu au bord de la route. Je reste à distance. D'accord, je viens d'avoir 2 appels à ce sujet et j'ai un adjoint qui se dirige par là. Je suis là, assis à bloquer la route. Oh, vous êtes là en train d'attendre, d'accord? Parce qu'il est quoi, n'est-ce pas? Le corps repose sur une ligne blanche. Oh, c'est ben un corps nu allongé sur la bande de surveillance. Il est nu. Je me suis retourné car j'ai failli percuter un cerf qui traversait la route. Au début, j'ai cru que c'en était un en parlant avec un collègue, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mon premier interlocuteur pensait que c'était un cerf, puis en regardant en arrière, il a conclu que ce n'était pas possible. Non. Et en fait, on dirait qu'il y a un vêtement peut-être posé au milieu de la route. Là, je suis à peu près. Je ne veux pas m'approcher trop près. Je viens juste... Non, c'est un autre appel au 911 en le regardant. Oh, elle a déjà été en contact. D'accord, oui, Jérémy va se diriger par là. Jérémy va par là, elle ne sait pas. D'accord, donc tu restes là. Où? Oh, ouais, je vais juste y aller et m'assurer que personne ne roule dessus ou quoi que ce soit d'autre. Je veux dire... J'ai une fête d'enregistrement artistique patriote qui attend qu'un adjoint arrive pour prendre la relève, pour éviter tout nouvel accident. Une équipe d'enregistrement se trouve dans un petit capteur, feu clignotant allumé. D'accord, merci beaucoup. Puis-je avoir votre nom et... La dernière fois que Noah a été vu, c'était à une fête d'anniversaire de 4 jours pour ses 22 ans. Cela avait eu lieu dans une maison à environ 1 mile de l'endroit où son corps avait été retrouvé. La fête était organisée pour un bon ami de Noah, qui s'appelait Avery Joe Combs. Sa famille possède de riches terres autour de Terrell, Oklahoma et ailleurs. Dans certains journaux, Avery est présenté comme la petite amie de Noah, alors qu'ils ne faisaient que coucher ensemble. La grande fête d'anniversaire, annoncée sur Snapchat, s'est tenue dans l'une des 3 maisons de la famille d'Avery, sur un petit chemin de terre à l'écart de l'autoroute, à 1,9 km au nord de la ville et entouré de nombreux champs. Une quarantaine de personnes sont passées durant le week-end, avec une forte consommation d'alcool par des mineurs. Des vidéos de ces comportements alcoolisés ont commencé à circuler en ligne, avec Noah présent dans beaucoup d'entre elles tout le week-end. Dans l'une d'elles, publiée le samedi 2 septembre, on voyait certains amis de Noah, dont Avery, gribouiller et écrire leur nom sur ses fesses nues,
ainsi que sur d'autres parties de son corps avec un marqueur indélébile. La première nuit de la fête, Noah est resté chez la fille qui fêtait son anniversaire. Le lendemain matin, il est rentré chez lui pour cuver et se rafraîchir avant d'y retourner le jour suivant, pour une raison ou une autre. Il a décidé de demander à quelqu'un de venir le chercher et de le conduire à la fête, et il a laissé sa voiture à la maison. Aussi, à un moment donné pendant cette nuit-là, Noah s'est disputé avec son meilleur ami, qui s'appelait Jack Newton. Jack et Noah étaient meilleurs amis depuis des années, et comme tous les amis, ils avaient parfois des disputes. La confrontation entre les deux a eu lieu cette nuit-là, juste après que Jack ait vu Noah recroquevillé dans un coin. Il parlait à sa petite amie, qui s'appelait Carter Combs, la sœur d'Avery. Noah avait aussi la réputation d'être très amical et dragueur quand il buvait. Cependant, un autre ami dirait que la dispute était en réalité parce que Noah était contrarié que Jack drague toujours les filles qui lui plaisaient, et Noah avait l'air vraiment énervé à ce sujet. Mais selon Jack, ils s'étaient effectivement disputés à propos de filles pendant un moment, mais ils avaient fini par se prendre dans les bras, pleurer et se dire à quel point ils comptaient l'un pour l'autre. Au fil de la nuit, Noah s'est retrouvé impliqué dans encore plus de pitreries alcoolisées, allant jusqu'à défier ses amis de lui donner une gifle alors qu'ils faisaient la fête dehors sous la terrasse. Dans une vidéo publiée ce soir-là, on voyait Noah insister à plusieurs reprises pour que son ami Brylan Sweet le frappe au visage. Brylan a fini par frapper Noah, mais il ne lui a donné qu'une petite tape avant de s'enfuir, craignant des représailles. À peu près au même moment, une vidéo inquiétante est apparue, montrant l'un des adolescents à la fête tenant un fusil, avec Noah visible au premier plan. Puis il y a eu une autre bagarre cette nuit-là entre Noah et son ami Mickey. Cela s'est produit après que Mickey ait cru que Noah avait pris son téléphone. La famille de Noah a affirmé qu'une vidéo de l'altercation avec Mikey, montrant ce dernier mettant ses doigts dans la bouche de Noah pour le tirer, avait été publiée sur les réseaux sociaux. Noah avait alors mordu son doigt en représailles, mais d'autres personnes présentes à la fête ont insisté sur le fait que la dispute n'était jamais devenue physique. Quoi qu'il en soit, le téléphone de Mickey serait finalement retrouvé sous quelqu'un qui dormait sur le canapé, et lui et Noah se réconcilieraient. Noah avait également conduit un quad appartenant à son ami Jack à un moment donné pendant la nuit, et il avait aussi retourné ce quad. Mais il s'en était sorti indemne, et tout le monde à la fête a dit qu'il n'avait ni coupure, ni bleu, ni aucune blessure visible. Jack dirait que Noah avait dû retourner le quad à un moment après qu'il soit allé se coucher, c'est-à-dire à 1h50 du matin. Il le savait parce que Noah était venu dans sa chambre, disait-il, pour prendre les clés du quad à ce moment-là. La raison pour laquelle Jack était allé se coucher bien plus tôt que les autres fêtards, c'est parce qu'il affirmait qu'il allait pêcher sur le lac Waruka avec son père tôt le lendemain matin. Maintenant, les détails de ce qui s'est passé ensuite varient énormément, surtout en ce qui concerne le timing, selon la personne à qui vous parlez. On dit qu'après que Noah ait retourné le quad, même s'il n'était pas blessé, il était très sale et il était trop ivre pour se doucher tout seul. Donc, la sœur d'Avery, Carter, ainsi qu'une fille nommée Jasmine Milan, ont aidé Noah à prendre une douche. Il paraît qu'une vidéo de cela a été prise et postée sur Facebook. Cependant, elle a quant à elle été supprimée peu de temps après et n'est jamais réapparue depuis. Certaines personnes ont dit que dans la vidéo, Noah semblait alerte et il plaisantait avec les filles. Mais d'autres personnes qui ont vu la vidéo ont dit que Noah était très ivre et à peine conscient. Après que Noah ait pris une douche, ses amis ont dit qu'il l'avait aidé à enfiler un short blanc qui appartenait à l'un des amis de Noah. Plus tôt dans la soirée, comme on peut le voir sur les vidéos, Noah portait un short noir. Mais c'est le short blanc qui a été retrouvé à côté de son corps sans vie. Peu de temps après, Noah s'est disputé un peu avec Avery parce qu'il voulait aller se coucher avec elle, mais elle lui a dit qu'il ne pouvait pas, parce qu'il avait embêté une de ses amies la veille au soir, alors maintenant il pouvait dormir par terre. Cette dispute avec Avery a vraiment bouleversé Noah et il a décidé de s'en aller dans la nuit où il ne serait plus jamais revu vivant. On ne sait pas exactement à quel moment Noah a quitté la fête tôt ce matin-là, mais ses amis ont estimé que c'était entre 3h15 et 3h30 du matin, et ils ont dit que ce n'était pas inhabituel pour Noah de faire cela lors des fêtes. Donc, ils n'ont pas pensé qu'il y avait quoi que ce soit d'anormal dans le fait qu'il parte prendre l'air cette nuit-là. De plus, avant que Noah ne parte, il avait par erreur mis une claquette de la marque Hey Dude appartenant à l'un de ses amis à un pied et une de ses propres claquettes Adidas à l'autre pied, ce qui explique pourquoi il a été retrouvé avec des chaussures dépareillées.
À 3h41 du matin, Jasmine a publié un Snapchat avec la légende « Eh bien, Noah a disparu ». À ce moment-là, elle pensait simplement qu'il s'était éloigné pour se calmer et qu'il reviendrait bientôt. Elle n'avait aucune idée que quelque chose de grave lui était arrivé à ce moment-là. L'ami de Noah, Jack, a dit que ceux qui étaient encore réveillés ont fini par partir à la recherche de Noah, même s'ils n'étaient pas inquiets pour sa sécurité. Ils pensaient qu'il se cachait simplement d'eux et qu'ils trouvaient ça drôle. Ils ne l'ont pas trouvé. Et ils ont fini par simplement rentrer chez eux en supposant que Noah réapparaîtrait à un moment donné. La famille de Noah a également affirmé qu'ils avaient vu des images vidéo de Avery et Carter en train de se crier dessus sur le porche cette nuit-là, à propos de Noah qui s'était éloigné. Mais ces images n'ont jamais refait surface non plus. Peu avant 6h du matin, le lundi 4 septembre, Jack s'était réveillé pour aller pêcher avec son père, et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que Noah manquait toujours à l'appel, qu'il n'était jamais revenu, mais il ne s'inquiétait pas pour son ami pour une raison ou une autre. Et il a envoyé un message à son père, Caleb, à 5h53 du matin, par coïncidence à la même heure que l'appel au 911 a été passé, pour lui dire qu'il était en route. Jack était monté dans son véhicule et avait roulé vers le lac, au nord, jusqu'à découvrir la scène où le corps de Noah avait été trouvé. Jack avait dit à son père, Caleb, qu'il avait trouvé le corps de Noah et il lui avait envoyé un message. Lorsque le père de Jack, Caleb, est arrivé sur les lieux à 6h18 du matin, les adjoints du shérif du comté de Jefferson étaient également arrivés et sécurisaient la scène. L'autopsie du corps de Noah a été approfondie et les résultats ne sont revenus que plusieurs mois après sa mort en mai 2024. Elle a révélé de très nombreuses blessures sur son corps. Dans les heures précédant sa mort, Noah avait subi 10 côtes cassées, de graves fractures du crâne et du cou, des hémorragies internes et des éraflures sur tout le corps. La peau du côté gauche du cuir chevelu de Noah avait été arrachée jusqu'à l'os, une touffe de cheveux et de peau retrouvée au milieu de l'autoroute. Une touffe de cheveux a aussi été retrouvée sur sa fesse droite, sans trace de sang ni tissu. Une fracture étendue du crâne traversait la tête de Noah, accompagnée de plusieurs autres plus petites. Les enquêteurs de la police avaient même décrit sa tête comme étant enfoncée. Ses dents supérieures et inférieures étaient brisées en fragments, certains retrouvés dans sa bouche, d'autres éparpillés sur la route à quelques mètres de son corps. Il lui manquait également plusieurs dents, dont une molaire qui s'était cassée en deux, et il avait une profonde lacération sur le côté gauche de la langue. Noé saignait également des oreilles, avait une coupure à la lèvre inférieure, 2 poumons perforés, des blessures au cœur, à la rate et à l'estomac, ainsi qu'une hémorragie interne d'environ 1,5 litres. De multiples traces de graisse ont également été retrouvées sur son corps, notamment sur son torse et ses 2 fesses. 4 vertèbres de Noé étaient fracturées à des degrés divers et l'une d'elles était déplacée, ce qui indique une grave fracture du cou du même type, que les personnes exécutées par pendaison souffrent. En plus de tout cela, Noé avait des brûlures d'asphalte sur le haut du dos, le sourcil gauche, le coin de l'œil gauche, la joue gauche, l'oreille gauche, le côté droit du cou et derrière l'oreille droite. Le bout de ses doigts était écorché et il avait aussi des éraflures dues à des frottements sur l'épaule gauche, le bras gauche, le côté gauche du torse et les 2 fesses. Le rapport d'autopsie précisait qu'on avait trouvé uniquement un dessin de bonhomme allumette et un marqueur sur sa cuisse droite. Les autres dessins au feutre de la fête ont été effacés à un moment donné, sans que personne sache précisément quand. Et le rapport toxicologique de Noah montrait qu'il avait un taux d'alcoolémie de 0,14, mais absolument aucune drogue dans son organisme. On dit que la combinaison ainsi que la nature des blessures de Noah rendent très improbable qu'elles soient toutes survenues lors d'un seul événement. Le type de blessures qu'il avait, fracture du crâne, côte cassée, hémorragie interne, lésions cérébrales, bout des doigts déchiquetés et plus encore, résultent généralement de différents types de traumatismes. Et les blessures de Noah étaient étendues et graves, ce qui suggère plusieurs événements traumatiques ou une période prolongée d'agression. Il y avait aussi l'absence immédiate de traces de sang là où le corps de Noah avait été retrouvé, ce qui implique qu'il a probablement été blessé ailleurs. Ensuite, son corps a été déplacé. Le médecin légiste a déterminé que Noah Presgrove était décédé de multiples blessures par objet contondant, bien que la cause de sa mort soit restée indéterminée. La police routière de l'Oklahoma, qui dirigeait l'enquête, a déclaré peu après la publication du rapport d'autopsie de Noah que ce qui était arrivé à Noah n'était pas le résultat d'un délit de fuite, car ses blessures n'étaient pas compatibles avec un choc causé par un véhicule. Aucune pièce de véhicule ni aucun débris n'ont été observés sur les lieux, ce qui indique que Noah n'a presque certainement pas été percuté par une voiture.
Même si sa mort a été jugée suspecte, pour une raison inconnue, les autorités ne l'enquêtent pas comme un homicide. Cependant, ils ont déclaré qu'ils n'excluaient pas l'homicide involontaire. Il a juste dit que Noah avait eu un accident, alors j'ai pensé qu'il était à l'hôpital, tu sais. Donc je passe prendre mon père et on commence à y aller en voiture. Et ce n'est qu'à environ 30 minutes de route de Comanche, mais ce trajet a semblé durer 2 heures, juste assis en silence. Et puis on arrive et Jack et Caleb et le shérif du comté de Jefferson étaient là, et Noah était recouvert sur le bord de la route avec une bâche. Et c'était juste environ 10 bonnes minutes à regarder les champs sans trouver les mots. Vous savez, quand on arrive là-bas, tout nous passe par la tête, on se demande ce qui a bien pu se passer, car cela ne semble pas vraiment être un délit de fuite. Vous savez, et quelques semaines passent, et vous savez, ils écartent finalement la piste du délit de fuite. Et cette fête de 4 jours s'est transformée en quelque chose d'horrible qui s'est produit en à peine 1 heure pour lui. Je crois que c'est sa dent juste ici. Son pantalon était replié sur cette marque carrée. Son pantalon était là, sa dent était juste là dans ce cercle. Je crois, oui. Et son corps était ici. Et il était en position fétale, tourné de ce côté. Et son corps était recouvert d'une bâche ou d'une sorte de couverture. Et alors que vous le regardez, vous pouvez voir du sang s'infiltrer à travers la couverture et couler sur le sol. Alors que je le regarde, ça me paraît juste étrange. L'emplacement du corps, de la dent, du short, là où ils sont, ça ne ressemble pas à un délit de fuite. Pas d'après ce que je connais. Tu as entendu parler d'un acte criminel suspecté? J'ai entendu parler de soupçons d'actes criminels, de morts suspectes. Encore une fois, ils ne me disent pas tout pour ne pas compromettre l'enquête. Mais ils ont dit qu'ils avaient quelques personnes en tête dans cette affaire et qu'ils les surveillaient de près. Peux-tu me dire qui sont ces personnes? Ils ne m'ont rien dit. Mais ils ont quelques personnes en tête. Oui, intéressant. Quelqu'un doit bien savoir quelque chose. Quelqu'un doit bien savoir quelque chose. Tu sais, s'il y a 40 personnes autour et que quelqu'un, tu sais, s'en va, quelqu'un est au courant. Donc, si 40 personnes sont là et que quelqu'un se bat, quelqu'un est au courant, tu vois, et avec la proximité de tout le monde, avec toutes les photos prises sur Snapchat, tu te dis que quelque chose doit forcément ressortir, quelqu'un doit savoir quelque chose et ne veut tout simplement pas le dire. Maintenant, la police avait quelques théories concernant la façon dont Noah aurait pu mourir. Leur première théorie était qu'il avait été poussé à l'arrière d'un pick-up en marche, et qu'il était tombé et s'était cogné la tête sur la route. Ensuite, Noah s'était relevé, avait titubé un peu avant de s'effondrer à nouveau sur le trottoir, ce qui expliquait pourquoi quelques petites taches de sang avaient été retrouvées. Mais bien que cette théorie soit possible, elle est aussi très improbable en raison de l'absence de blessures retrouvées sur la partie inférieure du corps de Noah. De plus, il y a la théorie selon laquelle, à cause de la grande quantité d'alcool que Noah avait consommé lors de la fête, ses amis ne se sont pas rendus compte à quel point il était réellement blessé après l'incident avec le quad. Cela pourrait être dû au fait que ses blessures pattes étaient internes, et si Noah parlait de façon confuse ou marchait bizarrement, ses amis auraient tout simplement pu penser que c'était à cause de l'alcool. L'accident de quad aurait pu provoquer chez Noah une hémorragie interne qui l'aurait lentement tué, car cela aurait pu venir d'une petite lacération au poumon. Après avoir quitté la fête ce soir-là, Noah aurait pu marcher le long de l'autoroute lorsqu'il se serait effondré à cause de l'hémorragie interne. Une voiture est alors arrivée et l'a frappé à la tête. Même ainsi, cela resterait un délit de fuite car personne d'autre ne s'est manifesté. Il est plus probable que Noah ait été tué ailleurs, puis que son corps ait été amené à l'endroit où il a été retrouvé. Donc personne ne savait vraiment ce qui était arrivé à Noah. Même si Noah était parti de la fête seul et qu'il n'avait pas de voiture pour rentrer chez lui, il n'aurait pas essayé de rentrer à pied là où il vivait, car il habitait à plus de 30 miles de l'endroit où se déroulait la fête.
Sa famille n'avait également jamais reçu d'appel téléphonique tard dans la nuit ou tôt le matin de la part de Noah, lui demandant de venir le chercher quelque part. Les amis et la famille de Noah, qui avaient vu son visage après sa mort, ont dit qu'on aurait dit qu'il avait été tabassé par 5 types différents. Son nez et son os de la joue semblaient être cassés. Qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'une bagarre qui a mal tourné cette nuit-là, beaucoup de gens n'étaient pas convaincus par les théories de la police. Les soupçons visaient désormais les amis de Noah présents à la fête cette nuit-là. Mais tous affirmaient qu'ils n'avaient aucune idée de la façon dont il était mort et qu'aucun d'entre eux n'aurait pu lui faire du mal. Mais les amis donnaient beaucoup d'informations contradictoires aux autorités et les choses ne concordaient pas. Il y avait aussi le fait qu'au moment où le corps de Noah avait été retrouvé, les publications sur les réseaux sociaux que les adolescents avaient mises en ligne pendant la fête commençaient à disparaître. Beaucoup de mineurs avaient bu lors de la fête, alors ils craignaient peut-être d'avoir des ennuis pour cela. Mais chose étrange, la petite amie de Jack, la sœur de Carter Avery, a d'abord dit à la police qu'elle ne savait même pas qui était Noah maintenant. Sa sœur couchait avec Noah et elle sortait avec son meilleur ami, Jack. Pourquoi elle aurait dit qu'elle ne connaissait pas Noah, je n'en ai aucune idée. Parce qu'elle a ensuite changé sa version et a dit à la police qu'elle le connaissait. Carter avait aussi effacé son téléphone. Maintenant, ce qui est arrivé aux vêtements et aux affaires de Noah cette nuit-là reste également inconnu. Sa famille affirme que ses vêtements, y compris son débardeur à motif drapeau américain qu'il avait porté à la fête ce soir-là, ont été découpés et distribués parmi ses amis. Comme souvenir par le père de Jack, Caleb, cependant, rejette cela comme une rumeur sans fondement. En parlant de Caleb, le père de Jack. Il y avait aussi la rumeur selon laquelle Noah l'aurait surpris en train de recevoir une fellation d'un autre participant à la fête ce soir-là. Cela avait-il un lien avec la raison pour laquelle Noah avait été retrouvé mort? Quelques jours avant sa mort, Noah avait acheté un nouveau téléphone et avait emporté les deux à la fête. Cependant, il les avait laissés chez Avery et ne les avait jamais emportés avec lui lorsqu'il est parti. Son portefeuille n'a jamais été retrouvé non plus. En localisant les 2 téléphones de Noah, les autorités ont fait une découverte intéressante. Les 2 téléphones avaient été localisés se rendant à l'endroit où le corps de Noah avait été retrouvé, puis ils ont été localisés revenant chez Avery. Des personnes présentes à la fête ont affirmé que les téléphones de Noah avaient en fait été laissés à l'intérieur du quad, puis qu'ils avaient pris le quad pour partir à la recherche de Noah. Ils ont dit qu'ils étaient allés directement à l'endroit où son corps avait été retrouvé, mais qu'à ce moment-là, il n'y avait rien là-bas, ce qui me paraît vraiment louche. On rapporte que plusieurs adolescents ont utilisé des clubs de golf cette nuit-là, et que certains ont ensuite été retrouvés dans la poubelle. Cela a mené à la théorie que peut-être, après la bagarre avec Jack, Noah avait été passé à tabac par une ou plusieurs personnes avec des clubs de golf. Ensuite, il a été traîné par Jack et les autres jusqu'au bord de la route où il a été retrouvé. Voici ce que Jack avait à dire au sujet de la mort de son meilleur ami. Je suis accouru ici, je lui ai demandé si Noah allait bien, et le chauffeur du semi-remorque avait ses mains sur Noah comme ça. Et donc, j'étais un peu... Et je pouvais juste voir, tu sais, qu'il n'allait pas bien. Il était allongé sur le côté, il avait juste les yeux fermés. Tu sais, là, il avait une coupure sur le front. Ce n'était pas non plus horrible, je veux dire, c'était juste une coupure sur le front. Le dessus de ses cheveux avait été arraché de sa tête et il y avait du sang sur ses oreilles. Je suis sûr à 100% dans mon cœur qu'il a été frappé. Je pense qu'il a reçu un coup sur la tête par Simon et que ce truc qui était bien est juste resté là. Je ne sais pas, je ne peux rien expliquer. Tu sais... Est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense qu'il a peut-être été battu à mort? Non, non, il n'a pas été battu à mort. Pourquoi pas? Parce que seulement les blessures... Tu pouvais juste voir qu'il ne l'est pas. J'ai dit, d'accord, je vais passer un test au détecteur de mensonges. J'ai passé le test au détecteur de mensonges et je veux dire, c'était une épreuve très stressante. J'avais ces 2 trucs sur mes doigts, j'avais un coussinet sous les fesses et puis un truc pour mes pieds et il y avait des choses sur ma poitrine. Je veux dire, je n'avais même pas besoin de regarder dans les yeux. Je regardais droit devant moi quand il me parlait pour me poser des questions. Il y a beaucoup de discussions en ligne et je pense que c'est la raison pour laquelle il te demande de passer un test au détecteur de mensonges à propos de toi et de ton père. Raconte-moi comment tu as vécu cette expérience, devoir gérer ces discussions autour de toi.
Je pense que la raison pour laquelle j'ai été impliqué là-dedans, c'est parce que, enfin, au lycée, on n'entendait jamais le nom de Jack sans celui de Noah, ni celui de Noah sans Jack. On était toujours ensemble. Il a même vécu chez nous un temps et on passait nos journées ensemble. Quand les gens ont appris pour Noah, ils se sont aussitôt demandé « Et Jack ?» Et franchement, je ne sais pas d'où viennent toutes ces rumeurs folles. C'est juste nul. Te sens-tu soulagé d'avoir un peu dépassé ça? Avec le test au détecteur de mensonges, penses-tu vraiment avoir surmonté tout cela? Les gens qui racontent des trucs, je veux dire, les gens disaient, genre, c'est facile de réussir un polygraphe et des trucs comme ça. C'est juste, je sais pas. Tu ne peux pas vraiment contrôler ce que les gens disent à ce sujet, tu sais, Non, c'est non. Et j'ai donné mon numéro personnel sur Facebook et j'ai dit, si vous voulez en parler, j'en parlerai. Comment se sont passés ces 7 derniers mois pour toi? C'était déjà la période la plus difficile de ma vie. Et en plus, les gens disaient tout et n'importe quoi. C'était la période la plus difficile de ma vie. Une autre chose étrange, c'est que lorsque le corps de Noah a été retrouvé, le short blanc qu'il était censé porter était soigneusement plié près de son corps et il était intact. Malgré les éraflures que Noah avait sur les fesses et même les chaussures sans lacets qu'il portait, qui avaient des débris et de l'herbe collée dessus, le short blanc était complètement propre. Après la découverte du corps de Noah, le père de Jack, Caleb, a déclaré être resté sur place des heures avant que la zone ne soit dégagée et inspectée. Et ensuite, il est retourné à la maison de la fête pour récupérer le quad de son fils. Personne ne devrait être autorisé à rester sur une scène de crime pendant des heures, et la police avait également laissé d'autres personnes y rester pendant une longue période. Pas seulement Caleb, ce qui signifie que la scène de crime où le corps de Noah a été retrouvé n'a pas été correctement traitée. À peu près au même moment où Caleb est revenu à la maison de la fête, Jasmine et Stéphanie, la mère de Milan, Renée Milan, était également arrivée pour aider à faire partir le reste des invités et nettoyer la maison. Et l'ampleur de ce nettoyage a également été vivement débattue sur les réseaux sociaux, certains affirmant qu'une très forte odeur d'eau de javel émanait de la maison seulement quelques heures plus tard. Mais les adultes présents pour nettoyer affirment qu'ils faisaient seulement le ménage après la fête et n'ont jamais cherché à dissimuler une scène de crime. Et le père de Jack, Caleb, a également retiré plusieurs armes à feu de la maison et les a ramenées chez lui. Il a déclaré qu'il les avait ensuite rendues à leur propriétaire légitime. Ce n'est que plusieurs mois après la mort de Noah que l'on a appris qu'un autre adolescent qui était à la fête ce soir-là, nommé Caden Prezi, avait parlé aux autorités. Une histoire bien différente de celle que racontaient beaucoup d'adolescents présents à la fête. Le meilleur ami de Noah, Jack, avait affirmé qu'il avait appris la mort de Noah alors qu'il se rendait à la rencontre de son père pour leur sortie de pêche, et qu'il était tombé sur le corps de Noah au bord de la route. Mais Caden Prezi était sorti et avait déclaré que le corps de Noah avait en réalité été retrouvé plus tôt que ce que Jack avait affirmé. Selon Caden, Jack était entré en trombe par la porte tôt le matin en criant « Noah est mort ». Il était paniqué et en larmes, mais ensuite il a de nouveau traversé la porte en trombe, est monté dans son camion et est parti. Caden, qui était épuisé et pensait n'avoir dormi que quelques heures à ce moment-là, a regardé son téléphone pour voir l'heure et il a remarqué qu'il était 5h15 du matin. Caden a dit qu'il avait alors réveillé les 3 autres garçons qui dormaient près de lui, Mickey, Isaac, Rojas et Brillan Sweat. Il leur a dit que Jack venait d'entrer et lui avait dit que Noah était mort. Les 4 garçons sont montés dans la Jeep de Caden et ont rejoint le lieu où gisait le corps de Noah. Quelques heures avant cela, à 3h20 du matin, Caden avait reçu un appel téléphonique de l'un des membres de sa famille. Et à ce moment-là, 2 des garçons, qui dormaient sur les canapés et par terre près de lui, étaient dans des positions différentes de celles où il se trouvait lorsqu'il s'est réveillé de nouveau à 5h15. Caden n'était donc pas sûr s'il s'était réveillé récemment pour faire quelque chose ou avait changé de position. Quoi qu'il en soit, lorsque les 4 garçons sont arrivés sur les lieux, quelque part entre 5h20 et 5h25, ils étaient juste derrière Jack alors qu'il se garait sur le côté de la route. Et la police n'était pas encore là. Il y avait cependant un conducteur de camion de service, a dit Caden. Caden avait aussi affirmé que lorsqu'elle a vu le corps de Noah allongé là, il était contorsionné. Et il portait un short noir,
le même short noir qu'on l'avait vu porter plus tôt dans des vidéos de la fête. Pas le blanc qui avait été retrouvé sur le bord de la route. Maintenant, le rapport d'autopsie de Noah, souvenez-vous, avait indiqué qu'il était nu, à l'exception de sa paire de chaussures dépareillées. Il ne portait aucun short et les amis de Noah ont dit qu'il lui avait mis le short blanc après que Noah ait pris une douche. Kayden avait en fait été interrogé par la police en octobre 2023 et il leur avait donné la même version des faits. Kayden a ensuite raconté à la police qu'après avoir vu le corps de son ami Noah allongé sur la route, il était retourné à sa Jeep et avait sorti une couverture bleue pour la mettre sur son corps. Parce qu'il ne voulait pas que les gens le regardent et il ne voulait pas qu'il reste allongé là, exposé comme ça. Mais alors qu'il retournait vers le corps de Noah, quelqu'un lui a dit de partir, mais il ne se souvient plus qui. Au début, Kayden a dit qu'il pensait que le chauffeur du camion lui avait fermement dit de partir, mais des mois plus tard, Jack a insisté sur le fait que c'était lui qui avait dit à Kayden de partir. Kayden a également dit qu'il n'avait pas appelé le 911 ce matin-là, parce qu'il pensait, puisqu'il y avait déjà d'autres personnes sur les lieux, que le 911 avait déjà été appelé. Mais ce n'était pas le cas. Quand Kayden est retourné à la maison où avait lieu la fête, il a affirmé que les filles qui étaient encore là lui ont demandé si c'était vrai que Noah était vraiment mort. Et en apprenant la nouvelle, les filles avaient éclaté en sanglots. Kayden n'avait pas réussi à dormir après ça, alors il a décidé d'aller dans le salon et d'allumer la télévision. Il a dit que les filles l'avaient rejoint plus tard et que la mère de Jasmine, Renée Milan, était arrivée juste avant le lever du soleil, qui ce jour-là était à 7h06. Vers le moment où Renée Milan est arrivée, Caleb Newton est également revenu à la maison de fête. Kayden a affirmé que l'idée de jeter tous les contenants d'alcool et de nettoyer la maison venait de lui, afin que personne ne découvre la consommation d'alcool par des mineurs. Il a ajouté qu'il pensait que Noah avait subi un délit de fuite, donc il ne croyait pas nettoyer une scène de crime. Pendant qu'il nettoyait, Renée Milan avait demandé où se trouvaient les armes à feu dans la maison, et ils les lui ont données pour qu'elle les retire de la maison. Comme autre complication possible, Kayden a emporté l'alcool restant avec lui, puis il a raccompagné Mickey, Isaac et Brylan chez eux avant. Il est rentré chez lui vers 8h et a raconté à sa mère ce qui s'était passé. Kayden a également dit à la police qu'il ne se souvenait pas que Noah soit parti de la fête cette nuit-là, mais Jasmine Milan, qui était la meilleure amie d'Avery, le lui avait dit. Noah était parti à pied un peu avant 2h du matin. C'était plus d'une heure avant ce qu'on avait précédemment dit concernant le départ de Noah. Jack avait dit que Noah était entré dans sa chambre peu avant 2h du matin pour prendre les clés afin d'utiliser le quad. Et il ne serait pas parti avant d'avoir fait un tour en quad, avant de l'avoir accidenté, avant d'avoir pris une douche et avant de s'être disputé avec Avery. Donc ça n'a aucun sens. Et Jack insiste sur le fait que Kayden s'est juste trompé dans les horaires. D'autres personnes à la fête disent la même chose, mais Jack insiste aussi sur le fait que Kayden n'est arrivé sur les lieux que lorsqu'il faisait jour dehors. Ce qui, dans les deux cas, ne peut pas être vrai, puisque comme je l'ai dit, le lever du soleil était à 7h06 du matin, donc dans tous les cas, ils sont arrivés avant cela. L'homme ayant découvert le corps de Noah au bord de la route. Tyler Hardy et sa femme sont également sortis pour traiter Kayden de menteur et pense-t-on qu'il cache quelque chose. Tyler a insisté sur le fait qu'il n'a jamais vu Kayden sur les lieux et qu'il n'a vu ou parlé qu'à Jack. Kayden avait déjà décrit à la police, dès son premier interrogatoire, comment le corps de Noah avait été retrouvé allongé. Et Kayden a également dit que le camion de service qu'il avait vu ce matin-là ne ressemblait même pas au Ford F-150 de Tyler, car il avait une plateforme et du matériel à l'arrière. Il a dit que le camion de service ressemblait à un véhicule gouvernemental, comme ceux des ouvriers de la voirie, donc Kayden a peut-être vu un autre véhicule. Et au moment où Tyler est arrivé et a appelé le 911, il n'était plus là. Renée Milan avait également déclaré précédemment dans une publication Facebook qu'elle avait reçu un appel téléphonique de sa fille entre 5h45 et 6h. Il lui a fallu environ 40 à 45 minutes pour arriver à la maison de la fête. Cela contredisait ce qu'avait dit Jack, car sa fille Jasmine n'aurait su que Noah était mort que si la chronologie de Kayden était la bonne. Il y a également des avis contradictoires sur le fait que la police ait ou non fouillé la maison où la fête a eu lieu. La famille de Noah a déclaré que la police autoroutière de l'Oklahoma leur avait dit qu'aucune preuve ne reliait le lieu où le corps de Noah a été retrouvé à la maison de la fête. Aucune preuve de crime n'ayant été trouvée, ils n'ont pas obtenu de mandat de perquisition. Cependant, certains disent que la police a pu entrer sur la propriété
peu après la découverte du corps de Noah. Et on leur avait même montré l'endroit où le quad s'était écrasé plus tôt dans la nuit, mais ils n'ont jamais effectué de recherche médico-légale. Aucune réponse n'a été donnée sur la mort de Noah, et ses proches ainsi que les habitants espèrent toujours que l'affaire sera résolue rapidement. De nombreux groupes Facebook comptent des milliers de membres qui discutent de sa mort jour et nuit, avec des centaines de commentaires chaque jour. Et beaucoup d'entre eux sont en colère contre les amis qui étaient à la fête, ainsi que contre leur famille, qu'ils accusent de dissimuler le crime. Le département de la sécurité publique de l'Oklahoma a déclaré que, bien que les autorités n'enquêtent pas actuellement sur des affaires de meurtre, leur enquête n'est pas terminée. Cependant, la famille de Noah n'est pas satisfaite de la conduite de l'enquête jusqu'à présent. Et ils ont engagé un détective privé qui aurait découvert beaucoup plus d'informations qui n'ont pas encore été rendues publiques. La communauté de Comanche s'est réunie le 7 septembre 2023 pour une veillée aux chandelles en l'honneur de Noah Presgrove. 1 minute de silence a également été observée avant le match de football Comanche-Marlow de cette semaine-là, en mémoire de l'adolescent. Les funérailles de Noah Presgrove ont eu lieu le lundi 11 septembre 2023 dans le gymnase du lycée de Comanche. Il a ensuite été enterré au cimetière Fairlawn le 14 mai 2024, ce qui aurait été le 20e anniversaire de Noah. Sa mère, d'autres membres de la famille et des amis se sont rendus au cimetière où il a été inhumé. Là, ils ont décoré sa tombe, lâché des ballons et chanté joyeux anniversaire à Noah. C'était un moment pour la famille, les amis et même des inconnus de se concentrer sur ce qu'ils savaient, c'est-à-dire qui était Noah en tant que personne. Il était très joyeux, il aimait plaisanter, il adorait sa famille, il aimait la vie, il aimait le sport. Elliot explique qu'elle comptait le faire seule, mais les autres ont voulu la soutenir en l'apprenant. Quand j'en ai entendu parler, ça m'a vraiment fait mal, parce que je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, mais il m'a marqué lors de cette unique rencontre. C'est facile à voir à travers toutes les vidéos sur lui, les publications à son sujet, tout ça, c'était un bon garçon, il avait un bon cœur. Une douzaine de voitures sont arrivées au cimetière où tous ont chanté « Joyeux anniversaire » selon la tradition familiale. Quel effet cela fait-il de savoir que des inconnus connaissent l'histoire de Noah et vous soutiennent? Ça me fait sentir que Herrera est un bon garçon, un homme bien. Ça me fait sourire, ça me met de la joie dans le cœur. Vous savez, il avait la tête sur les épaules et j'en suis fier. Vous l'avez regardé dans l'eau avec un groupe qui disait « Mes soucis s'en vont maintenant et je suis libre ». Et nous sommes tous... C'est ça, il allait partir. Vincent Alexandre Viafort est né le 22 août 1968 à Bronxville. En 1970, sa famille a déménagé dans le comté de Dutchess et s'est installée à Wappingers Falls. Vincent a fréquenté le lycée Royce C. Ketchum, où il faisait partie de l'équipe de lutte. Il a obtenu son diplôme en 1986 et a ensuite poursuivi ses études au Dutchess Community College. Vincent a travaillé plus de 20 ans au bureau des services généraux de l'État de New York, département conception et construction, comme agent certifié du code et chef de projet principal. Il était également un cuisinier passionné et était connu pour ses incroyables côtes de barbecue fumé. Il adorait la vallée de l'Hudson et aimait courir régulièrement sur la passerelle qui l'entoure. Il aimait aussi participer à différentes ligues de billard et de volley-ball. Vincent aimait particulièrement passer du temps avec sa famille et ses amis, et il avait une relation très proche avec son neveu Michael. De plus, Vincent était connu pour être très généreux et c'était un homme joyeux qui aimait danser et faire la fête. En 2013, Vincent a rencontré une femme nommée Angelika Grasvold, originaire de Lettonie. Elle était venue aux États-Unis après avoir trouvé un emploi de nourrice à Greenwich, Connecticut. Elle avait été étudiante à l'université où elle étudiait l'anglais et l'allemand et elle espérait devenir enseignante ou traductrice. Un jour, elle a pris un congé et n'est jamais revenue. Lorsqu'ils se sont rencontrés, l'attirance a été immédiate. Angelika aimait le côté extraverti de Vincent et leurs centres d'intérêt se rejoignaient. Ils aimaient faire de la randonnée et jouer au billard et tous deux avaient une vie sociale très active. Un autre point commun entre eux était qu'ils avaient tous les deux été mariés 2 fois et qu'ils avaient également divorcé 2 fois avant de se rencontrer. Après environ 1 an de relation, Vincent et Angelika se sont fiancés en février 2014. La demande en mariage a été totalement spontanée et elle a eu lieu dans un steakhouse hibachi. Vincent avait offert à Angelika une tranche d'oignon provenant du grill.
Comme bague de fiançailles, c'était le coup de foudre. Vincent parlait toujours d'épouser Angelica et d'avoir des enfants, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. À l'époque de cette histoire, ils vivaient ensemble à Poughkeepsie, dans l'État de New York, et prévoyaient de se marier sur une plage en 2015 sur la mer Baltique, dans le pays natal d'Angelica, la Lettonie, dans la nuit du 18 avril 2015. Angelica et Vincent sont sortis boire un verre avec des amis. Au fil de la soirée, Vincent voulait rester et boire encore quelques verres car il n'avait pas vu ses amis depuis quelques semaines, mais Angelica voulait rentrer à la maison. En fait, elle avait été très silencieuse ce soir-là, ne parlant pas beaucoup à qui que ce soit, donc le couple est finalement rentré à la maison bien plus tôt que Vincent ne l'aurait souhaité. Mais ils ne voulaient pas avoir la gueule de bois le lendemain car ils avaient prévu une sortie. Lorsque le couple est rentré chez eux après leur soirée entre amis, ils se sont disputés, alimentés par le fait qu'ils avaient tous les deux bu. Cependant, ils s'étaient réconciliés ce soir-là avant d'aller se coucher. Le lendemain, dimanche 19 avril, Vincent et Angélique avaient tous les deux un peu la gueule de bois, mais ils ont décidé de maintenir leur plan d'aller faire du kayak cet après-midi-là. D'année en année, faire du kayak sur la rivière Hudson était en quelque sorte un rituel de printemps pour le couple. Même si les journées se réchauffaient, l'eau restait très froide à 9 degrés Celsius. Les prévisions annonçaient pluie et vent jusqu'à 24 km/h, peu idéal pour le kayak. Mais ils étaient déterminés et y sont allés quand même. Leur plan pour ce voyage était de se rendre sur l'île Polypel, au milieu de l'Hudson, et de voir les ruines du château Bannerman. Arrivée sur place, Angélique comptait enfiler une tenue sexy pour faire des photos pour Vincent. En voulant lui faire plaisir, c'était aussi peut-être pour lui donner envie de voyager. Avant de partir, Angélique a dit que Vincent avait emballé toutes leurs affaires et pris son gilet de sauvetage à elle, mais oublié le sien. Cet après-midi-là, juste après 16 heures, Angélique et Vincent ont mis leur kayak à l'eau sur la rivière Hudson, emportant chacun quelques bières Modelo. Et quand ils sont arrivés sur l'île, ils ont exploré un peu et pris quelques photos d'Angélique en lingerie sexy. Et à 19 h, comme il commençait à faire très froid et venteux, ils ont décidé de rentrer. Au début, Angélique disait que Vincent s'amusait avec les eaux agitées et jouait un peu. Il lui a dit qu'il passait un super moment pendant leur aventure. Angélique savait que le kayak de son fiancé, Vincent, n'avait pas de bouchon de vidange, qui est censé couvrir un petit trou dans le kayak. Même si son kayak avait bien fonctionné sans bouchon à l'aller vers l'île, les vagues plus fortes généraient maintenant des houles de 3 à 4 pieds. À ce moment-là, Angélique commençait à s'inquiéter un peu pour lui. Aussi, il est important de préciser que ce bouchon de vidange se trouve en fait sur le dessus du kayak, pas en dessous. Et il est très petit, peut-être seulement de la taille d'une pièce de 5 centimes. De plus, il manquait une bague à la pagaie de Vincent à ce moment-là. Et alors qu'il ramait pour retourner sur la terre ferme, soudainement, Vincent s'est retrouvé dans l'eau froide. Tenant son coussin de siège qui flotte, son kayak et son sac, Angelica a attrapé sa pagaie, l'a accroché à son kayak et a essayé de le rejoindre. Mais les vagues emportaient Angelica de plus en plus loin de son fiancé et elle ne pouvait rien faire pour l'atteindre. Désespérément, elle a appelé le 911 leur disant que Vincent dérivait de plus en plus loin à cause du vent et des vagues et qu'elle craignait qu'il ne se noie. L'appel au 911 a été passé à 19 h 30 et dans cet enregistrement, on entend Angelica crier à Vincent « Tiens bon mon amour ». Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Nous faisons du kayak, mon fiancé Lipsol, et il est dans l'eau en ce moment. A-t-il un gilet de sauvetage? Où est-il passé? Oui, Nancy, il a quelque chose. Il s'accroche à quelqu'un. Ça ne peut pas le porter. Je ne le vois plus. Angelica, tu m'entends? Angelica, tu es toujours avec moi? D'accord, Angelica, tu m'entends? Angelica? Tu m'entends? Salut, tu m'entends maintenant? Et toi? Je ne le vois plus. De l'aide arrive. Portait-il un gilet de sauvetage quand il s'est retourné? Il avait un petit truc rapide, comme un objet flottant. Est-ce qu'il avait quelque chose de rapide? Ce n'était pas un objet rapide, mais il avait quelque chose à tenir. Il avait quelque chose qui l'aidait à flotter. Mais je ne le vois pas. Oh mon Dieu, peux-tu te diriger vers le Cornwall Jack Log, là où tu vois toutes les lumières? Oui. Oui, commence à pagayer dans cette direction, d'accord? Je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour toi. Non, je comprends.
D'accord, je baisse un peu ton volume. Oui, c'est bon, tu vas me baisser? Continue. Oh, Je vois le bateau. tu vois le bateau maintenant. Bien, on va poser le téléphone. Garde-le juste ouvert. Ne raccroche pas. D'accord, d'accord, d'accord. Dans les minutes et les heures qui ont suivi cet appel au 911, chaque geste d'Angelica serait minutieusement examiné. Lorsque les secours sont arrivés, le soleil se couchait et la rivière devenait sombre. Bien qu'ils aient pu secourir Angelica et la ramener sur la rive, ils n'ont pas réussi à retrouver qui que ce soit d'autre dans l'eau pendant des jours. La rivière scénique, où Vincent aimait pêcher et faire du kayak, était envahie de bateaux de secours et d'hélicoptères à la recherche de son corps. Mais dans les jours qui ont suivi la disparition et la probable mort de Vincent, Angelica semblait plutôt indifférente. Étrangement, Angelica a publié une vidéo d'elle-même faisant la roue sur Facebook. Elle a aussi publié une vieille photo d'elle dans un kayak par mauvais temps et elle a posté une vidéo où elle chante « Hotel California » dans un bar. Plus tard, elle expliquera que c'est ainsi qu'elle gère les choses, car les femmes russes doivent être fortes et ne pas montrer de faiblesse. 10 jours après la disparition de son fiancé, Angelica est retournée sur l'île de Bannerman avec des fleurs. Et la police était là aussi, non pas pour réconforter Angelica, mais plutôt pour la confronter. Elle lève les mains et dit « Je suis libre », on se regarde, genre « Cette fille ne comprend-elle pas ? Elle vient pratiquement d'avouer un meurtre, à quel point peut-on être libre ?» Angelica et son avocate de la défense, cependant, nient cela. Elle a ensuite été emmenée au poste de police et, lors de son interrogatoire, Angelica a déclaré aux autorités qu'elle et Vincent avaient récemment des problèmes. Elle a déclaré à la police qu'il la poussait souvent à des actes sexuels qui la mettaient mal à l'aise, comme un plan à trois, ce qui la mettait en colère. Angelica a également admis qu'elle se sentait parfois piégée dans la relation et qu'il lui arrivait de vouloir être libre de Vincent. Ce ne sont cependant pas ces mots, elle a surtout acquiescé à de nombreuses suggestions de la détective. Je vais maintenant vous faire écouter l'enregistrement de l'interrogatoire. D'accord. Salut Don Cole, tu es juste ici. On ne peut pas promener Cachemire, tu l'as vu se noyer. Je sais que c'est difficile. Je sais que maintenant tu regardes juste se noyer. J'ai essayé de faire quelque chose à ce sujet. Est-ce que tu voulais vraiment rester? Oui. S'il n'avait pas dit d'appeler le 911, j'aurais pagayé de toutes mes forces pour m'en sortir, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est différent de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pourquoi changes-tu ce qu'il dit? Tu m'as déjà embrouillé, et ça, c'est un problème pour moi. Nous sommes en feu, nous arrivons sur l'île Longue 7, prenons une barre de protection et contactons-la. Je suis allée sur 4, je lui ai envoyé un message, nous partons. Combien de temps avant votre départ en kayak, tu as bien pris à droite? C'était le même jour? Je n'ai pas pris la mise à mort. Les matchs. Parfois, quand elle est seule dans la salle d'interrogatoire, sans savoir qu'il y a une caméra qui tourne, Angelica se détend avec du yoga, voire même un peu de marelle. Et elle a une police d'assurance vie. Tu étais dessus. Oui. Nous voulons toujours commencer à te voir faire ces choses sexuelles. Eh bien, oui. D'accord. D'accord. Et j'avais déjà compris qu'il essayait de changer. Qu'il ne voulait pas t'épouser. Qui demanderait en mariage quelqu'un sans être sûr de ses sentiments? Quand tu l'as lavé dans l'eau, tu as dit « Mes soucis s'en vont ». Loin maintenant et je suis libre. Et nous y sommes presque. Avant, je pensais qu'il allait partir. Tu ressentais ça. Que voulais-tu qu'il pense? Je faisais tout ce que je pouvais pour le sauver. Quels sont tes sentiments et tes émotions en sachant que cela va arriver? Que lorsque tu ne seras plus là... Comment? En allant trop vite, ce ne sont même pas des choses que nous utilisons. Qu'est-ce que le côté du démon dit? Le côté du démon? Oh, il n'est pas aussi haut que moi. Moi, j'étais dans l'armée.
On avance, on est fort. Pourquoi le côté du démon est-il sorti? Mais qu'est-ce que j'ai expliqué? Ils ont aussi demandé si enlever le bouchon du kayak de Vincent était une vengeance, ce qu'elle a confirmé. Elle a cependant affirmé ne pas vouloir qu'il disparaisse totalement. Angelica clarifiera cela plus tard en disant qu'elle voulait dire qu'elle voulait mettre fin à la relation, mais qu'elle ne voulait absolument pas qu'il meure. Cependant, en plus de la colère, l'autre motif probable d'Angelica était l'argent. Elle pouvait toucher près de 500 000 $ grâce à ses 2 polices d'assurance vie. Angelica a aussi dit à la police qu'elle avait retiré le bouchon du kayak de Vincent des mois plus tôt, quand elle l'avait utilisé comme jouet pour chat. Donc, ce n'était pas quelque chose à laquelle elle avait pensé intentionnellement juste avant leur voyage. Mais après des heures d'interrogatoire, Angelica finit par dire aux enquêteurs qu'elle a retiré le bouchon en avril, le même mois où ils étaient allés faire du kayak. L'interrogatoire complet d'Angelica allait durer 11 heures. Son avocate a affirmé que si elle avait avoué avoir tué Vincent, c'était uniquement parce qu'elle avait été forcée à faire de faux aveux. Tuer quelqu'un? N'est-ce pas? Non, c'est moi qui te pose la question. Je veux que tu me dises la vérité. Je te le dis. Quelle est la réponse à cette question? Je ne l'ai pas fait ni voulu. Angelica, quelle est la véritable réponse à cette question? D'accord, elle a fait une déclaration. Qu'est-ce que c'est? Je le voulais mort et maintenant il est parti. Après sa confession, vraie ou non, Angelica a été accusée du meurtre de Vincent et détenue sous caution de 9 millions de $, car elle était considérée comme un risque de fuite. Puis, le samedi 23 mai 2015, le corps de Vincent a finalement été retrouvé et sorti de l'eau. Il a été retrouvé par un plaisancier à environ 1 mile en aval de l'île de Bannerman. Sa mère, Mary-Ann Villafort, a déclaré « J'étais à la fois triste et heureuse. Triste qu'il n'y ait plus d'espoir, mais heureuse de l'avoir retrouvé et ramené à la maison. » Après que son corps a été retrouvé, Angelica a été officiellement inculpée de meurtre au second degré et d'homicide involontaire au second degré. Elle a plaidé non coupable pour les 2 chefs d'accusation. À présent, l'équipe de défense d'Angelica Graswald espérait qu'une fois les résultats de l'autopsie de Vincent connus, les charges contre leur cliente seraient abandonnées. Mais quelques semaines plus tard, le médecin légiste a déterminé que Vincent était mort par noyade et qu'il avait un taux d'alcoolémie de 0,06, ce qui est faible. Cependant, cela reste une altération des facultés et la mort de Vincent a été qualifiée d'homicide. Le médecin légiste a noté que le bouchon de vidange avait été intentionnellement retiré. Les procureurs ont souligné que, même par mer calme, sans évoquer les vagues de 3 à 4 pieds, le bouchon de vidange du kayak pouvait laisser entrer assez d'eau pour le faire couler. Ils ont également affirmé qu'il aurait été extrêmement difficile pour Vincent de pagayer avec son kayak sans la bague qui manquait. Voici donc le bouchon. Cependant, 48 heures a réalisé une expérience avec une kayakiste expérimentée. Cette kayakiste a pagayé de l'île de Bannerman jusqu'à l'endroit où Angelica et Vincent étaient partis, ce qui représentait environ 1 mile de distance. Avec le bouchon de vidange ouvert pendant cette expérience, très peu d'eau est entrée dans le kayak par le bouchon de vidange. Et comme ils ne pouvaient pas recréer les conditions exactes de l'eau et de la météo ce jour-là, 48 heures ont attaché le kayak à l'arrière d'un bateau sans le bouchon, puis ont créé des vagues artificielles. Dans les 2 cas, moins d'1 once d'eau est entrée dans le kayak par le bouchon de vidange. Et en ce qui concerne l'anneau sur la pagaie, le 48 heures a dit que cela n'aurait pas été nécessaire pour qu'il puisse pagayer. Donc, au lieu que l'eau entre par le bouchon de vidange, il a été théorisé que l'eau était en fait entrée par le cockpit, ce qui avait fait couler le kayak. Les vagues étaient si grandes qu'il était très probable que l'eau ait pu éclabousser de cette façon. Le couvercle du bouchon de vidange couvre un trou d'environ 2 à 2 cm et demi de diamètre. L'ouverture du cockpit fait 56 cm de large et 117 cm de long. Les deux se trouvent sur le dessus du kayak, au-dessus de la ligne de flottaison, donc si le kayak s'est rempli d'eau, il était beaucoup plus probable que l'eau soit entrée par le cockpit. Vincent avait également pris plusieurs autres mauvaises décisions cette nuit-là, qu'il avait exposé à un risque de noyade bien plus grand que de pagayer sans anneau ou sans bouchon de vidange. Il n'avait pas de jupe pour empêcher l'eau d'entrer par le cockpit. Ensuite, il n'avait ni gilet de sauvetage ni aucune protection contre l'immersion, alors que l'eau était seulement à 9 degrés cette nuit-là. Il n'avait également aucune idée de ce dans quoi il s'engageait et il avait consommé de l'alcool.
La défense d'Angelica a également déclaré que le kayak que Vincent utilisait était un kayak bon marché, de type porte de boîte, sans cloison ni dispositif de flottaison. Très peu de kayaks coulent réellement. Cependant, le Beach 124 de Vincent est l'un de ceux qui coulent. Et sans combinaison isothermique ou étanche, Vincent aurait subi un choc thermique dès l'instant où il est tombé dans l'eau. Et en quelques minutes, il aurait perdu l'efficacité de l'usage de ses bras et de ses jambes. En 30 à 60 minutes, il aurait perdu connaissance. La défense d'Angelica a également déclaré que la première règle du sauvetage est de ne pas devenir soi-même la victime. Peu importe ce qu'il pensait, pendant que Vincent luttait sur l'Hudson ce jour-là, Angelica n'avait ni les compétences ni la formation pour le sauver. Vincent, presque 2 fois plus grand qu'elle et peut-être paniqué, aurait pu faire chavirer son kayak et les tuer s'il s'était approché. Un ex-petit ami d'Angelica s'est également exprimé à ce sujet. Bien qu'il ne puisse pas l'imaginer tuer quelqu'un, il a reconnu qu'elle avait un côté un peu sombre. Il a affirmé qu'elle avait très mauvais caractère et une tendance à la colère. Cet ex-petit ami avait été témoin de sa colère une fois après leur rupture. Angelica et son petit ami avaient adopté un chat ensemble, et après leur rupture, elle a insisté pour qu'il lui rende le chat. Elle l'a donc confronté dans son allée alors qu'il s'apprêtait à partir. Et comme il a refusé de répondre à ses exigences, Angelica s'est allongée dans l'allée derrière sa voiture et lui a dit qu'elle ne bougerait pas. Jusqu'à ce qu'il lui donne le chat, son ex-petit ami a fini par céder parce qu'il ne voulait pas lui rouler dessus. Mais il aurait pu appeler la police, ce que j'aurais probablement fait. Une amie de Vincent Viafort, nommée Chérie Parté, a également parlé du mauvais caractère d'Angelica. Chérie a dit qu'elle avait vu Angelica devenir très en colère et violente lorsqu'elle buvait et qu'elle giflait Vincent au visage. Une autre amie de Vincent, Amanda Oisred, a aussi déclaré que Vincent lui avait envoyé un message. Juste 2 semaines avant l'incident de kayak, il avait exprimé quelques doutes sur sa relation avec Angelica. Mais ensuite, pour une raison quelconque, dès le lendemain, il lui a dit qu'il allait rester et qu'ils allaient arranger les choses. De plus, la sœur de Vincent a affirmé avoir vu le couple se disputer fréquemment et évoquer plusieurs sources de tension dans leur relation. Elle a aussi dit qu'Angelica avait un tempérament difficile et que Vincent était frustré car il la soutenait entièrement sans qu'elle travaille. Selon cette sœur, il avait en fait annulé les fiançailles avec Angelica, mais il continuait à la soutenir financièrement et à vivre avec elle. Avant le début de son procès, le 24 juillet 2017, Angelica Graswald a accepté en larmes de plaider coupable d'homicide par négligence criminelle. Elle a plaidé coupable dans le cadre d'un accord selon lequel elle devait être condamnée à la peine maximale de prison d'État pour cette accusation, soit de 1 an et 1 tiers à 4 ans de prison d'État. Le procureur avait décidé de requalifier les charges contre Angelica parce qu'il a déclaré qu'il aurait été très difficile de prouver qu'Angelica avait intentionnellement tué son fiancé. Vincent, même si le bouchon de vidange avait été retiré et que la famille de Vincent ne croyait absolument pas que sa mort était un accident. Donc, lorsqu'Angelica a accepté cet accord de plaidoyer, sa mère, Marianne, n'était pas du tout contente. Elle a dit « 4 ans pour avoir ôté la vie à quelqu'un. Hors de question. Mon fils était un homme bien et il nous manque énormément. » Et la sœur de Vincent a dit « Elle a forcément fait quelque chose, sinon elle se serait défendue. » Elle a accepté un accord. Une innocente ne le ferait pas. Accepter l'accord ne lui a valu que quelques mois de prison, comparé aux 25 ans qu'elle risquait potentiellement, si cela avait été jugé. Oui, une personne innocente accepterait un accord si cela l'avantage et qu'elle ne veut pas rester longtemps en prison, surtout avec le temps déjà purgé. Angelica Graswald a été libérée de prison quelques jours avant Noël 2017. Sa liberté conditionnelle a ensuite été terminée en 2019. Et malgré sa condamnation, Angelica avait toujours droit à sa part de la police d'assurance vie de Vincent. Depuis sa sortie de prison, Angelica a accordé de nombreuses interviews et elle a parlé de combien elle aimait Vincent. Elle dit aussi qu'elle n'est pas une personne froide et sans cœur et insiste sur le fait qu'elle a essayé de sauver la vie de son fiancé. Elle a également déclaré que Vincent l'avait en fait sauvée en lui disant d'appeler le 911 car si elle ne l'avait pas fait, il y avait une possibilité qu'elle se noie aussi. Et elle blâme maintenant l'euphorie dont elle a parlé après la mort de Vincent, sur une condition appelée hypomanie, une forme plus légère de trouble bipolaire qui peut être déclenchée par un traumatisme. Depuis sa libération, Angélique est aussi retournée à la rivière Hudson, près du lieu où elle et Vincent ont quitté pour leur tragique excursion en kayak. Elle a dit qu'elle comptait revenir sur l'île de Bannerman au printemps avec des fleurs pour lui. Le 27 juin 2015, des funérailles ont été organisées pour Vincent Viafort à l'église Saint-Martin de Porres, où la foule était si nombreuse qu'il n'y avait plus de places assises.
Il a ensuite été enterré au cimetière Calvary à Poughkeepsie. Chang Lei-li, qui était également connue sous le nom d'Angie Lee à certains moments, était originaire de Chine et elle avait aussi sa propre entreprise d'organisation de mariage appelée le mariage de Cendrillon. Chang s'était marié avec un homme nommé Daniel Belling, qui était originaire d'Allemagne et travaillait dans l'informatique. Le couple avait 2 enfants et vivait dans le nord de Dublin, en Irlande. Sionk et son mari avaient également leur propre site web où ils publiaient plusieurs podcasts qui comportèrent des commentaires personnels sur les sites touristiques et les festivals en Irlande. De l'extérieur, il paraissait une famille heureuse. Le 9 février 2017, Chang Lee, âgé de 38 ans, et Daniel Belling, âgé de 49 ans, accompagnés de leurs 2 enfants, sont montés à bord du MSC Magnifica au port italien de Civitavecchia. Ils allaient partir pour une croisière de 12 jours en Méditerranée orientale, avec des escales dans les ports de Gênes, Malte, Grèce et Chypre. Et la famille avait réservé une magnifique cabine avec balcon pour le voyage. Mais lorsque le navire de croisière est revenu au port à la fin de la croisière, les membres de l'équipage ont remarqué qu'après avoir compté les passagers lors du débarquement, il en manquait un. Ce passager était Chang Lee. La police a aussitôt été appelée et a lancé les recherches pour l'épouse et mère de 2 enfants. De plus, Daniel, ainsi que plusieurs membres de l'équipage, ont été interrogés, certains d'entre eux ayant même été interrogés à plusieurs reprises. La police examinerait également les images de vidéosurveillance qu'ils ont trouvées sur le navire, mais ils n'y verraient rien d'inhabituel. Ce qui était étrange, cependant, c'est qu'il a fallu que les membres de l'équipage fassent un comptage des passagers. Pour que quelqu'un se rende compte que Cheng était porté disparu, son mari n'aurait-il pas dû le signaler avant cela? Une serveuse du navire a déclaré à la police que la dernière fois qu'elle avait vu Cheng, c'était au dîner le 2e soir de la croisière, lorsqu'elle ne l'a pas vu le lendemain. Pour le petit déjeuner ou le déjeuner, elle a pensé que Chang était allé au buffet du navire. Durant le reste du voyage, la serveuse a vu Daniel et ses enfants manger seuls, et la femme de ménage l'a aussi signalé aux autorités. Daniel lui avait demandé de ne pas faire le canapé-lit le 4e jour de la croisière, car il n'était plus que 3 à dormir dans la chambre. Une propriétaire de boutique de souvenirs a également déclaré qu'elle avait remarqué Daniel, sa femme et leurs enfants dans sa boutique le 2e matin de la croisière. Elle a dit que Daniel était agité et criait sur sa femme. À propos d'une paire de chaussures, il lui a dit « Mets celle-ci à la place de tes sandales et tais-toi ». Il a alors donné à sa femme une paire de baskets. Il y avait aussi un couple à bord qui a dit avoir vu Chang et son mari, Daniel, se disputer alors qu'ils marchaient vers le navire pour embarquer. Ils ont affirmé que c'était en fait la femme qui criait sur l'homme et que l'homme restait calme et silencieux. Ils avaient supposé que Chang n'était même jamais monté à bord du navire. Elle avait l'air tellement bouleversée. Après avoir entendu tout cela, Daniel a été arrêté, soupçonné d'avoir assassiné sa femme. Il a été arrêté par les autorités alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol Ryanair pour retourner à Dublin avec ses 2 enfants, le 28 février, soit 9 jours entiers après la dernière fois où sa femme avait été vue. Daniel a déclaré aux enquêteurs que la dernière fois qu'il avait vu sa femme Chang, c'était quand le navire avait accosté en Grèce. Elle lui avait dit devoir déjeuner avec quelqu'un sur l'île, alors lui et les enfants étaient partis en excursion pour la journée. Daniel a déclaré à la police qu'en revenant sur le navire avec ses enfants, il avait constaté la disparition de sa femme et de ses bagages, supposant qu'elle les avait pris. Il a admis qu'il s'était disputé avant de quitter le navire ce jour-là. Mais Daniel a affirmé que lui et sa femme s'étaient déjà séparés pendant les vacances. Avant. À une occasion, Chang était même retournée jusqu'à Dublin en plein milieu d'un voyage. Une autre fois, elle était partie en Chine pendant 6 mois sans prévenir. Ainsi, Daniel pensait que sa femme reviendrait. Plus tard, il dira à la police que Chang était bien descendue du navire ce jour-là, parce qu'elle avait des réunions d'affaires en Grèce avec la communauté chinoise locale. Il a suggéré que sa femme avait pu être tuée parce qu'elle savait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Le problème, c'est que la police a vite compris qu'une partie de cette histoire était fausse, car durant toute la croisière, Chang n'est jamais descendue du bateau. Elle était montée sur le navire et 2 jours après, avait disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs avaient vérifié le système de carte-clés électronique qui a confirmé que Chang n'était pas descendu du bateau après être monté à bord le 9 février. Les employés du paquebot ont insisté sur le fait que le système ne l'aurait pas manqué. Les images de vidéosurveillance ont aussi été examinées sans jamais montrer Chang descendant du navire.
Daniel a aussi dit à la police que sa femme avait des problèmes psychologiques pouvant être liés à sa disparition. Ainsi, sans comptage à la fin de la croisière, on aurait pu ignorer la disparition de Chang pendant un certain temps. La police soupçonnait fortement Daniel car il n'avait pas signalé la disparition de sa femme et en raison d'autres découvertes. Ils ont découvert que Chang et Daniel se préparaient en fait à une séparation avant leur croisière et que le couple rencontrait de sérieux problèmes financiers. Daniel était également descendu du navire avec un bagage en moins, le bagage qu'il avait dit que Chang avait emporté avec elle. Cependant, puisqu'on ne l'a jamais vu descendre du navire, où était donc passé ce bagage? Les procureurs italiens chargés de l'affaire ont allégué que Daniel avait tué sa femme le 2e jour de la croisière, puis l'avait mise dans une valise et l'avait jetée par-dessus bord. Si cela s'était produit la nuit, alors que les moteurs tournaient, il aurait potentiellement pu s'en tirer sans que personne n'entende ni ne voie quoi que ce soit. Ainsi, après son arrestation, Daniel allait passer 14 mois en prison à Rome, soupçonné de meurtre. Mais après que son avocate ait plaidé pour sa libération, Daniel a finalement été relâché et autorisé à rentrer en Irlande début 2018 en attendant son procès. À ce stade, l'histoire de Daniel avait changé. Il disait croire que sa femme était vivante et il pensait cela. À ce moment, elle avait fui le navire de croisière pour rentrer en Chine. Daniel disait que Chang voulait retourner en Chine depuis un moment, car elle en avait assez de sa vie à Dublin. Il disait que le désir de sa femme de le quitter, lui et les enfants, avait toujours été présent. Et il pensait que la croisière était simplement le moyen parfait pour elle de s'enfuir. Mais auparavant, il avait dit qu'il ne croyait pas que sa femme aurait jamais quitté intentionnellement ses enfants. Pour appuyer les déclarations de Daniel, apparemment, Chang avait dit à sa psychologue avant la croisière qu'elle en avait assez de ses enfants et qu'elle était maintenant fatiguée de l'Europe. Alors que Daniel était en prison environ 1 mois après la disparition de Chang, une valise s'était échouée dans une marina italienne. À l'intérieur se trouvait un corps que les autorités pensaient être celui de Chang. Cependant, des tests ADN ont ensuite prouvé que ce n'était pas elle, donc il n'avait toujours aucune preuve contre Daniel. De plus, pendant que Daniel était détenu dans une prison italienne, son avocate est tombée sur des preuves très intéressantes et très surprenantes. La carte de crédit de Chang avait servi à payer un péage sur l'autoroute 50 à Dublin. Cela s'était produit le 21 mars 2017, plus d'1 mois après sa disparition. Cela avait été découvert après que le neveu de Daniel ait reçu une facture par courrier pour le péage, et il s'est avéré que sa carte de crédit avait été utilisée. De plus, les serrures de la maison de Daniel et Xiong avaient de nouveau été changées. Daniel était en prison pendant cette période. Ensuite, l'avocate de Daniel a dit que Sean était probablement en vie et qu'elle s'était sans doute enfuie avec un amant secret. Il a expliqué cela parce que des messages explicites avaient été trouvés sur son téléphone, envoyés à une autre personne qui, comme elle, vivait en Irlande. Mais pourquoi Sean aurait-elle laissé son téléphone, sa carte d'identité, son permis de séjour et même ses vêtements à bord du navire? L'avocate de Daniel pensait aussi qu'une erreur avait pu se produire lors de l'enregistrement de la carte de Zheng en quittant le bateau. Même si les membres de l'équipage avaient auparavant affirmé que c'était impossible, selon l'avocate de Daniel, le capitaine du navire a déclaré qu'il était possible que quelqu'un ait été oublié, bien que cela soit très improbable. Les autorités n'avaient toujours aucune preuve solide non plus que Daniel avait tué sa femme. Elles n'avaient pas pu recueillir beaucoup de preuves à l'intérieur de la cabine familiale sur le navire. Lorsque Daniel et ses enfants avaient débarqué, sa cabine n'avait même pas été saisie. Ainsi, la police scientifique italienne n'est montée à bord du bateau que 7 jours entiers après son accostage. Et à ce moment-là, la cabine de Sean et Daniel avait déjà été réattribuée à un autre couple. La police est quand même allée inspecter la chambre, mais ils ont vraiment seulement pu obtenir quelques photos qu'ils ont prises depuis le balcon. La police pensait que Daniel avait mis sa femme dans une valise, puis l'avait jetée de ce balcon dans l'océan. Mais le problème avec cette hypothèse, c'est que Daniel aurait dû lancer cette valise lourde à 13 mètres ou 42 pieds pour qu'elle atteigne l'eau. Donc, après que Daniel ait été libéré de la prison italienne en 2018, il a été autorisé à retourner à Clare Hall, à Dublin, pour être avec ses enfants. Et il est aussi allé vivre chez sa belle-mère, qui croyait qu'il était impossible qu'il ait pu tuer sa femme. Elle a en fait défendu Daniel tout le temps, disant que c'est une bonne personne et qu'elle ne croit pas qu'il aurait pu faire du mal à sa fille. Et pourtant, à un moment donné, elle a aussi dit que Daniel et Sean se disputaient souvent et qu'elle avait vu des bleus sur le poignet de Chang, comme si on l'avait attrapé.
Donc Daniel Belling était toujours debout, accusé d'homicide volontaire ainsi que de destruction de cadavres en lien avec la disparition de sa femme. Cependant, en attendant son procès, il vivait sans souci, selon ses voisins. À l'époque, il allait et venait comme il voulait, comme s'il n'avait aucun souci au monde. Puis, en 2022, Daniel a en fait plaidé coupable de fraude hypothécaire. Il avait utilisé des documents falsifiés pour obtenir un prêt hypothécaire de 112 000 livres, soit près de 142 000 yens. C'était pour qu'il achète un bien immobilier à Dublin. Et il a même accusé sa femme de la falsification en disant qu'elle s'était coordonnée avec les personnes qui avaient fabriqué les documents. En fait, ce n'était qu'une des 6 fois où Daniel avait falsifié des documents officiels. Apparemment, il avait aussi des antécédents de mauvaises actions. Puis il en accusait sa femme. Et Daniel disait qu'avant la disparition de Sean, leur relation n'était pas bonne. Il affirmait qu'il y avait trop de malentendus et de différences culturelles. Il a également dit que si Sean réapparaissait vivant à un moment donné, il ne voudrait plus vivre avec elle parce que ce serait trop oppressant. Et quand on lui a demandé si sa femme lui manquait, il a répondu « C'est compliqué, peu importe ce que ça veut dire ». En mars 2024, Daniel a finalement été jugé pour le meurtre présumé de sa femme et il niait toujours toute implication. Mais l'accusation a affirmé que les preuves soutenant la théorie selon laquelle Daniel avait tué sa femme, Sean, témoin qu'il manquait également une valise et qu'il n'avait même pas signalé la disparition de sa femme. En plus de cela, il ne croyait pas que Sean aurait jamais abandonné ses 2 jeunes enfants. Daniel a finalement été condamné à 26 ans alors que l'accusation n'en avait demandé que 24. Il a également été jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence, car il a refusé de se rendre en Italie depuis l'Irlande pour son procès. Cependant, jusqu'à présent, pour une raison quelconque, l'Italie n'a pas encore envoyé de demande d'extradition à l'Irlande. Daniel et son avocat sont convaincus qu'il sera acquitté dans les années à venir, car il n'y a aucune preuve définitive contre lui. Daniel lui-même a déclaré qu'il était choqué par la décision du tribunal. Il espère gagner son appel afin de pouvoir, je cite, « obtenir de l'argent en compensation ». Et les 2 enfants de Daniel et Sean sont maintenant placés en famille d'accueil. Summer Moon Utah Wells est née le 4 février 2016. Ses parents sont Donald et Candace Wells. Summer a aussi 3 frères aînés et était elle-même un peu garçon manqué, aimant faire les mêmes activités que ses frères, comme la pêche et le sport. Mais elle aimait aussi danser et être féminine parfois. Elle adorait regarder le film La Reine des Neiges et Pat' Patrouille était son émission préférée. Elle était aussi connue pour être très proche de son père. Summer et sa famille vivent sur Ben Hill Road, dans la communauté de Beach Creek, dans le comté de Hawkins, Tennessee. Leur maison est située sur un terrain de 11 acres et entourée d'une forêt très dense. La mère de Candace vit également sur la propriété, dans sa caravane. Les Wells avaient hérité de la propriété de la mère de Don, qui était décédée 12 ans plus tôt. La petite Summer a disparu le 15 juin 2021 après une journée de course avec sa mère et sa grand-mère. Elle avait 5 ans à l'époque et était prête à commencer la maternelle à l'automne. Voici donc ce qui se serait passé ce jour-là. Don s'est levé et est parti travailler, a-t-il dit, quelque part entre 7h et 8h du matin. Il ne se souvient pas de l'heure exacte. Il travaille à Jonesboro, qui se trouve à environ 45 à 55 minutes de la maison familiale. Candace s'est réveillée tôt pour se préparer à une journée chargée, et Summer avait en fait dormi dans le lit de sa mère et de son père la nuit précédente, donc Candace l'a réveillée en même temps. La première chose que Candace avait prévue ce matin-là, c'était d'emmener sa mère chez le médecin pour 8h. Et elle allait emmener Summer avec elle, mais elle comptait laisser les 3 garçons à la maison. Elle a dit qu'elle les enfermerait et qu'ils seraient tranquilles, car ils étaient de toute façon plus âgés que Summer. Donc, toutes les 3 sont parties dans le camion de grand-mère. Après avoir déposé grand-mère chez le médecin, Candace a reçu un appel du fils de son ancienne meilleure amie, il s'appelle Hunter. Candace était amie avec la mère de Hunter, Ali, mais elles se sont disputées. Et Candace disait qu'elle avait toujours considéré Hunter comme un fils pour elle. Donc, ils sont restés en contact et se voyaient encore de temps en temps, même si Hunter n'avait que 15 ans. Hunter a proposé à Candace de lui rendre visite avant qu'elle n'aille chercher sa mère chez le médecin. Candace a accepté et elle est venue avec Summer. Lors de leur visite chez Hunter, la mère de Candace l'a appelé pour dire qu'elle était prête à être récupérée. Hunter. Il a demandé s'il pouvait venir passer la journée avec elle. Candace a répondu « Bien sûr,
Ils sont donc allés chercher sa mère. Après avoir récupéré chez le médecin, ils ont dû aller chercher une ordonnance. Tous les 4 sont allés à Walgreens. Après avoir déposé l'ordonnance, le pharmacien lui a dit « Cela allait prendre environ 30 à 45 minutes ». Alors Candace a décidé qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils devraient aller nager à la piscine du coin, ça leur ferait passer le temps. En plus, Summer adorait nager et pour une raison quelconque, elle avait déjà son maillot de bain sur elle. Donc Dawn a appelé à ce moment-là juste pour dire bonjour et prendre des nouvelles de Candace, voir comment ça allait, dire bonjour, comment ça va. Elle a dit que c'était tout, innocent. Mais Hunter avait une version différente. Il a dit que Dawn avait appelé Candace pour lui parler d'un homme étrange nommé Andy qui avait été vu autour de leur propriété ces dernières semaines. Et apparemment, Dawn a dit qu'il essayait de toucher les enfants. Donc, avant d'aller nager à la piscine naturelle qui se trouvait au parc d'État Warriors Path, ils avaient quelques arrêts à faire. Premier arrêt, un magasin de tabac nommé Hippie House, puis un autre magasin de tabac vendant aussi des boissons alcoolisées. Candace a dit avoir acheté des cigarettes, des stylos à vape et des Twisted Teas à ce moment-là, puis ils sont allés à la piscine naturelle. Hunter a dit à la police que Candace s'était assise près de la zone de baignade pour regarder Summer jouer dans l'eau tout en buvant de l'alcool et en fumant des vapes. Il a dit qu'elle l'avait aussi laissé participer. Gardez à l'esprit qu'il n'a que 15 ans, donc bien sûr, Candace a nié que cela se soit jamais produit. J'ai bu, j'ai fumé, pas lui. Hunter a dit que pendant cette courte sortie à la piscine, il avait en fait dû se lever et aller dans l'eau lui-même. Parce qu'il a vu que Summer était restée sous l'eau pendant 15 à 20 secondes et il s'est inquiété pour elle. Heureusement, elle allait bien une fois qu'il est allé la chercher. Candace nie aussi que cela se soit produit. Donc, quand Summer est sortie de l'eau, ils lui ont mis un haut à manches longues et un pantalon. Cette tenue était une tenue que Candace a dit avoir récemment achetée pour Summer pour la rentrée scolaire. Donc, d'accord, peut-être que cela se trouvait dans le camion de grand-mère. Mais quelles sont les chances qu'une nouvelle tenue scolaire que Candace avait achetée, alors qu'elle a maintenant sa propre voiture, se retrouve dans le camion de la grand-mère, alors qu'elle n'avait même jamais parlé ou envisagé d'aller nager et que Summer portait des vêtements. Donc, après avoir récupéré l'ordonnance chez Walgreens, elles ont décidé d'aller chez Sonic pour prendre des granités. Et ensuite, Candace et sa mère avaient besoin d'acheter quelques courses, alors elles sont allées à l'épicerie du coin. Et Candace dit qu'elle a laissé Hunter et Summer dans le camion à ce moment-là, avec les vitres remontées. Il faisait chaud, c'était le mois de juin au Tennessee, dit Candace. Elle est partie 5 minutes, dit Candace, mais Hunter affirme que c'était 1 heure. Cependant, si c'était plus proche de ce que Hunter a dit, alors je ne pense pas qu'il serait là pour en parler aujourd'hui non plus. Il a 15 ans, il aurait pu ouvrir les fenêtres si l'été devenait trop chaud. Donc je ne pense pas que ça ait vraiment un rapport, personnellement. Après avoir fait les courses, ils sont allés ramener Hunter chez lui. Sur le chemin du retour, Summer s'est en fait endormie, appuyée contre des bouteilles de lait qui étaient sur la banquette arrière. Quand ils sont arrivés chez Hunter, la mère de Hunter a dit que Candace agissait différemment. C'est la mère de Hunter qui l'a dit. Normalement, elle allait vers la voiture, disait bonjour à Candace et faisait un câlin à Summer. Mais cette fois, Candace essayait de la tenir éloignée de la voiture. C'est ce que Candace a dit. C'est simplement parce que Summer dormait et elle ne voulait pas qu'on la réveille. Ça a du sens. Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne essayer de faire un câlin à mon enfant pendant qu'elle fait la sieste. Je dirais non, elle a besoin de dormir. La mère de Hunter a aussi remarqué qu'il semblait très renfermé et presque traumatisé pour le reste de la journée. Lorsque la mère de Hunter a demandé où étaient les 3 garçons, Candace a répondu qu'ils étaient au travail avec leur père, alors qu'elle avait dit à la police les avoir laissés enfermés à la maison. J'ignore à quel point je peux croire la version de la mère de Hunter car elles se sont disputées. Qui sait ce qui s'est vraiment passé? Elle pourrait encore lui en vouloir et elle pourrait simplement essayer de lui nuire. Mais après avoir déposé Hunter, Mamie et Candace prennent une photo de Summer endormie à l'arrière du camion, appuyée contre les bidons de lait. Vous avez probablement déjà vu cette photo et il y a eu un débat pour savoir si Summer est vivante ou non sur cette photo. Une spécialiste de la justice pénale s'est manifestée et a examiné la photo. Elle pense qu'en réalité, elle est bien vivante à cause de la couleur de ses mains et de son visage. Mais d'autres disent que le lis des ongles sur les doigts de Summer semble violet, ce qui lui donne l'air décédée. Je ne pense pas qu'elle le soit. Je pense qu'elle a juste l'air de faire une sieste, dit Candace. Cette photo a été prise à environ 5 à 10 minutes de la maison. Cela les aurait fait arriver à la maison entre 15h14 et 15h19 ce jour-là. À leur arrivée,
Candace dit que Summer s'est réveillée tout de suite et a sauté hors de la voiture. Elle et les garçons ont ensuite aidé leur mère à décharger les courses et à les ranger. Ensuite, Summer et Candace ont aidé grand-mère à replanter des fleurs dans le jardin, dit Candace. Cela a pris environ 45 minutes. Lorsqu'elles ont terminé de planter les fleurs, elles sont allées dans la caravane de grand-mère où Summer a pris un bonbon. À ce moment, Summer a demandé à sa mère si elle pouvait rentrer jouer avec ses frères. Sa mère a répondu « Oui, bien sûr ». La caravane de sa grand-mère n'était qu'à 3 à 5 mètres de la maison familiale. Mais malgré cela, Candace a décidé qu'elle allait l'accompagner à mi-chemin jusqu'à la porte d'entrée. Candace a dit à Summer qu'elle partirait quelques minutes et reviendrait vite, raconte-t-elle. Il n'a mis que 2 minutes à réparer l'attelle de genou de sa mère, puis elle est rentrée. Elle a affirmé avoir toujours eu une vue sur la porte d'entrée et que Summer n'est jamais sortie par là. Quand elle est rentrée à l'intérieur, elle a appelé Summer, mais Summer était introuvable et on ne l'entendait pas non plus. La chambre de Summer était au sous-sol, et c'est là que ses frères ont dit à Candace qu'elle était allée. Mais quand Candace est descendue, il n'y avait pas de Summer. Alors Candace sort dans le jardin et commence à chercher Summer dehors, mais elle est introuvable. Ils commencent donc à fouiller la forêt. Les voisins se joignent à eux pour les aider à la chercher parce qu'à ce moment-là, ils ne savent pas où elle est. Et Candace dit qu'elle ne serait pas simplement partie toute seule parce qu'elle a peur des choses comme les serpents et les ours dans la nature. Donc elle sait que Summer n'aurait pas fait ça. Elle dit aussi que Summer lui demande toujours la permission pour tout, donc elle ne serait pas simplement partie sans rien dire à sa mère ou sans lui demander la permission. Candace appelle aussi Dawn à ce moment-là et Dawn lui dit « Raccroche et appelle la police », alors Candace le fait. Et Dawn range ses outils et prend la route comme il le dit. Il a aussi appelé la police en chemin. Il raconte plus tard qu'il rentrait chez lui en voiture et qu'il a failli perdre le contrôle dans les virages parce qu'il allait tellement vite. Il dit que c'est pour ça que le trajet ne lui a pris que 25 minutes au lieu des 45 à 55 minutes habituelles. Aussi, quand Dawn est arrivé à la maison, il a dépassé la maison et est descendu jusqu'à la remise qui se trouvait sur leur propriété, un peu plus bas sur la colline. Il dit qu'il a fait cela parce que tout le monde cherchait autour de la maison et qu'il voulait descendre là-bas pour vérifier cette zone. Cependant, il est dit qu'il n'a en fait jamais vraiment regardé autour ou à l'intérieur de la remise. Il y a un autre point où Dawn a dit que Candace ne l'avait jamais rappelé pendant qu'il rentrait chez lui, mais il dit plus tard qu'ils se sont envoyés des messages tout le temps. Comment conduis-tu si vite frôlant la perte de contrôle dans les virages, tout en envoyant des messages à quelqu'un, sans parler au téléphone? Candace dit qu'après avoir raccroché avec Dawn, elle a couru à la caravane de sa mère pour récupérer son téléphone, qui captait mieux. Je suppose que c'était une ligne fixe. Candace a appelé la police à 18h29. La police a commencé à arriver sur la propriété des Wells vers 19h. À ce moment-là, les Wells leur disaient qu'ils pensaient que Summer avait été enlevée. La porte du sous-sol s'ouvre à l'arrière de la maison, et de là, il n'y a qu'une courte distance jusqu'à la forêt. À partir de là, dans ces bois, il y a un sentier, et ce sentier mène jusqu'à Ben Hill Road et chez les Wells. On a supposé que peut-être quelqu'un l'avait emmené, et qu'il y avait une voiture qui les attendait en bas sur la route. Le bureau d'enquête du Tennessee a déclaré que leurs chiens pisteurs ont suivi l'odeur de Summer depuis la porte arrière jusqu'au début du sentier qui menait à Ben Hill Road. Il y avait aussi une Toyota rouge qui a été aperçue dans la région ce jour-là. Cela semblait suspect, mais personne n'a donné d'autres informations jusqu'à présent. Donc, les Wells ont 3 véhicules, le camion de travail de Dawn, le camion de grand-mère et une toute nouvelle Subaru rouge brillante. La voiture était destinée à Candace et équipée d'un GPS ce matin-là. Dawn avait pris la Subaru pour aller travailler. Maintenant, il est plâtrier, ce qui est un travail très salissant. Et comme c'est une voiture toute neuve, on ne penserait pas qu'il voudrait la prendre et risquer de la salir. Quand la police lui a demandé pourquoi il avait pris la voiture ce jour-là, il a répondu « J'ai un paiement de 600 $ dessus et elle est là, alors j'ai voulu en profiter. » Est-ce qu'il a vraiment pris la voiture ce jour-là? Parce qu'il s'est dit qu'avec le système GPS, ça lui donnerait un alibi. Et ensuite, Candace serait libre d'utiliser un des autres véhicules qui n'avaient pas de GPS installé. Donc, elle pouvait aller ailleurs, personne ne pouvait savoir où elle était. Le lendemain de la disparition de Summer, Hunter regardait le téléphone de Candace et il dit qu'il a vu des messages de son dealer. Et dans un des messages, Hunter affirme qu'il était écrit « C'est fait ». Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, ni si c'est vrai, mais c'est ce que Hunter a dit avoir vu ce jour-là.
Plus tard, il dit que Candace lui a demandé nerveusement s'il regardait son téléphone. Et depuis ce jour-là, la police a dit aux Wells et à Hunter de rester éloignés les uns des autres. Lorsque Don a également été interrogé pour savoir si son téléphone et celui de Candace pouvaient fournir des données plus précises concernant la chronologie, il a répondu « Magiquement, nos relevés téléphoniques à partir de 15h30 ce jour-là ont tous été effacés. » Pour moi, c'est l'un des aspects les plus suspects de cette affaire. Comment est-ce possible? Don a aussi relevé un autre point étrange. Il a dit que Summer devait toujours être dehors et que cela a finalement causé sa perte. Donc, si Summer était une fille aussi portée sur l'extérieur, pourquoi Candace la surveillait-elle de si près et la raccompagnait-elle à mi-chemin de la caravane de sa grand-mère jusqu'à la maison, comme si elle n'était pas tout le temps dehors toute seule? De plus, pourquoi Dawn parle-t-elle de la chute de Summer comme étant le fait d'être sortie alors qu'elle aurait été enlevée à l'intérieur de la maison et non dehors? 3 jours après la disparition de Summer, Dawn a été interrogé et il a commencé à leur raconter comment Summer était descendue jouer avec ses jouets, puis Candace était revenue pour la chercher. Plus tard, il dit que la porte du sous-sol n'était pas verrouillée et que nous ne l'avons pas revue depuis. Donc Dawn a déclaré que la porte du sous-sol était ouverte et Candace a dit qu'elle n'était pas sûre. Candace était celle présente et qui cherchait vraiment Summer à ce moment-là. Donc tu penses qu'elle devrait avoir un souvenir plus clair de si la porte était verrouillée ou non que Dawn, parce qu'il n'était même pas là. C'est ce qu'il a entendu de Candace, donc ça doit être pareil, non? Dawn a bien dit que les garçons laissaient souvent la porte déverrouillée et qu'on les engueulait encore et encore, mais ils laissaient quand même la porte ouverte. Dawn a aussi dit qu'il était très probable que Summer ait pu ouvrir la porte toute seule. Sans oublier que Candace avait dit qu'elle avait laissé les garçons à la maison et qu'elle les avait enfermés. Cela aurait signifié que la porte du sous-sol était aussi verrouillée. Personne ne l'a mentionné. Ils sont descendus et l'ont déverrouillée en rentrant, donc seule Summer aurait pu le faire si elle l'avait été. Si quelqu'un avait pris Summer, comme le pensèrent les Wells. Il y avait au moins 13 chiens sur leur propriété. Ils affirmaient qu'ils n'étaient pas à eux, mais des chiens errants qui s'étaient reproduits et circulaient partout. Quand on a demandé à Dawn s'il était possible que quelqu'un s'introduise sur leur propriété ce jour-là malgré les chiens, puisqu'ils auraient aboyé, Dawn a répondu qu'ils n'étaient pas là ce jour-là. Ils partent parfois plusieurs jours et reviennent abîmés et affamés. Pourtant, les forces de l'ordre affirment que des chiens étaient présents à leur arrivée. Ces chiens ont posé problème lors de la recherche avec les chiens cadavres amenés sur place. Donc, une personne dans les bois aurait pu voir Candace raccompagner Summer à mi-chemin et penser que Summer était rentrée seule. Candace repartit vers la caravane de sa grand-mère. Cependant, la porte du sous-sol est en verre sans teint, donc si quelqu'un rôdait à l'extérieur, il n'aurait pas pu voir à l'intérieur. Et savoir que Summer était là-bas, donc elle n'aurait pas pu être attirée hors du sous-sol. Et même si c'était le cas, cela aurait dû se faire en une fraction de seconde. Cet individu aurait dû savoir qu'elle allait être là, et honnêtement, cela aurait été pratiquement impossible à mon avis. La police a fouillé les environs de la maison des Wells, et en seulement une semaine, environ 2400 acres ont été fouillés à pied et en hélicoptère. Les autorités avaient aussi sollicité les images des caméras de sécurité des voisins. Mais malheureusement, cela n'a rien donné d'utile, alors la photo et la description de Summer étaient affichées partout. Sur la photo diffusée, elle avait les cheveux blonds aux épaules. Cependant, les Wells avaient en fait rasé la tête de Summer au début de l'été, et il y avait beaucoup de photos prises d'elle avec la tête rasée. Mais d'une manière ou d'une autre, l'église de la famille leur a donné la photo de Summer avec les cheveux plus longs, parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient aucune idée que ses cheveux avaient été coupés de cette façon. Lorsqu'on a interrogé les parents sur les cheveux de Summer, s'il s'agissait de son choix ou d'une punition, Candace et Dawn ont toutes les deux commencé à parler en même temps, mais leurs histoires n'avaient aucun sens. Candace avait rasé la tête des 3 garçons au début de l'été parce que cela les aiderait à avoir moins chaud, et Summer, voulant s'intégrer, a demandé si elle pouvait aussi se faire raser la tête. Elle a aussi vu que sa mère, Candace, avait la tête rasée, alors elle a vraiment voulu se faire raser la tête aussi. Donc Candace dit qu'à ce moment-là, elle lui a rasé la tête. Dawn dit que Summer voulait avoir la tête rasée comme les garçons, alors elle a pris le rasoir et a rasé une zone à l'arrière. Et il a dit que ça avait l'air tellement mal fait qu'à ce moment-là, ils ont décidé de lui raser toute la tête. Mais elle était contrariée à cause de ça, alors Candace dit qu'elle s'est aussi rasé la tête pour que Summer ne soit pas aussi bouleversée.
Alors, était-elle contrariée à ce sujet ou voulait-elle qu'on lui rase la tête? C'est un Donc, Don a un petit casier. Il a été arrêté en octobre 2020 pour violence domestique. Candace, cependant, a ensuite retiré ses accusations. Il a plaidé coupable, a reçu 11 mois et 29 jours de prison, puis a été libéré l'année suivante. Je suppose qu'il n'a pas été relâché plus tôt pour bonne conduite ou autre raison. Candace avait obtenu une ordonnance de protection contre lui qu'elle a ensuite fait lever. Voici ce que Candace a écrit dans sa demande d'ordonnance de protection qu'elle a déposée contre Don en octobre. Il boit et jette des objets. J'ai peur d'être blessé. Il est violent physiquement et mentalement envers moi. J'ai peur pour mes enfants et pour moi-même. Ma mère craint qu'il ne lui fasse du mal parce qu'elle vit dans sa caravane sur la propriété. Il a de nouveau été arrêté après la disparition de Summer en octobre 2021 pour conduite en état d'ivresse. 2 semaines après la disparition de Summer, ses 3 frères ont été retirés du domicile familial par les services de protection de l'enfance, selon Don, à cause du danger représenté par les youtubeurs et les médiums qui venaient sur sa propriété. Donc, que ce soit du côté de la famille de Don ou de Candace. Je ne dis pas que c'est arrivé, mais c'est à noter. Il y avait des antécédents, des 2 côtés de leur famille, de maltraitance d'enfants, de violences domestiques et d'abus de drogue et d'alcool. La famille Wells était déjà connue des services de protection de l'enfance avant la disparition de Summer. Mais il n'est pas précisé quel type de plan d'action était en place ou ce qui se passait exactement. En ce qui concerne leur intervention auprès de la famille, le couple est en fait apparu dans l'émission Dr. Phil en 2021. Candace a finalement quitté la scène en larmes, disant qu'elle se sentait interrogée. Donc, cela fait un peu plus de 2 ans que Summer a disparu, et le bureau d'enquête du Tennessee a récemment publié une photo de Summer avec un vieillissement progressif. Bien qu'ils disent ne pas avoir d'informations pour l'instant. Les Wells ont dit qu'ils ont dû quitter leur petite communauté de moins de 5000 habitants à cause de toutes les menaces de violence qu'ils recevaient après la disparition de Summer. Depuis sa disparition, Don dit qu'ils ont été constamment harcelés par des personnes en ligne qui pensent donc qu'ils sont responsables de la disparition de Summer. Des gens allaient même jusqu'à se présenter sur les chantiers de Don, lui disant qu'ils étaient tout là pour lui parler de sa fille disparue. Il a expliqué que la situation était si difficile qu'ils ont dû quitter l'État. La dernière fois, ils vivaient dans un motel en Arkansas où Don avait trouvé un emploi. Candace et Don ont aussi réussi le test au détecteur de mensonges, mais la police considère toujours chacun comme une personne d'intérêt. Il y a également eu un signalement d'un voisin en 2021. La voisine dit que très peu de temps avant la disparition de Summer, elle a entendu un cri très fort, presque animal, mais pas tout à fait, selon Dawn. La famille collabore actuellement avec un détective privé pour retrouver Summer. Pour le 2e anniversaire de la disparition de Summer, une veillée a été organisée à Kingsport en son honneur. Les enquêteurs décrivent Summer comme mesurant 1 mètre, pesant 18 kilos avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Elle portait un pantalon gris et un t-shirt rose lors de sa dernière apparition. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où elle se trouve est priée d'appeler le bureau d'enquête du Unwitsense TBI Find ou le bureau du shérif du comté de Hawkins au 423 272 7121